Ok, donc normalement, vous voyez le partage. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, on va parler de choses encore plus intéressantes que d'habitude. Pourquoi? Parce que là, on se rapproche véritablement de ce que c'est qu'un réseau IP, en tout cas de votre point de vue quand vous êtes chez vous. Donc là, on va essayer de comprendre, grosso modo, comment tout fonctionne en même temps. Et il y a beaucoup de choses, alors c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la part des choses pour comprendre. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va reparler un peu d'encapsulation IP Ethernet. Vous l'avez déjà vu en devoir cette semaine. Donc là, le but, c'est de comprendre comment une adresse IP dépend de son adresse Ethernet et vice-versa. Et de voir que finalement, il y a une concordance entre les deux. C'est-à-dire que lorsque j'encapsule un paquet IP, la trame Ethernet doit avoir une adresse MAC qui correspond à l'adresse IP dans le paquet. Donc, on va voir comment cette correspondance est faite. Ensuite, on va essayer de comprendre que pour se connecter sur un réseau Internet, sachant qu'il faut compléter des valeurs dans les entêtes, et notamment les adresses, il va falloir découvrir ces adresses, et notamment la nôtre. Comment faire pour connaître l'adresse IP qu'on est autorisé à utiliser. Notre machine n'est pas un numéro de téléphone avec une SIM card, parce que c'est pas la SIM qui va nous donner notre numéro de téléphone dans le cas d'IP, c'est un autre mécanisme, et donc il faut savoir quelle est l'IP qu'on peut utiliser, sachant qu'elle dépend du réseau sur lequel on est. Et dès qu'on change de réseau, on doit changer d'IP. Donc, vous voyez que du fait d'être nomade ou mobile, il va falloir maintenant que de manière dynamique, on change notre IP à chaque changement de réseau. D'autre part, maintenant qu'on a notre IP, il faut aussi connaître l'adresse MAC. Donc, on va voir que pour ce qui concerne notre adresse MAC, elle est vissée sur le matériel, elle est hard-codée, mais qu'en est-il de la destination? Donc, du coup, comment on fait pour découvrir ça? On l'a déjà vu en TP. Et enfin, on va essayer de parler donc du NAT, puisque c'est une réalité aujourd'hui. Et lorsque vous êtes chez vous, c'est ce que fait votre box. Donc, votre box fait du DHCP et du NAT. Donc, pourquoi le NAT? D'accord? On va voir qu'ici, votre réseau a uniquement une seule adresse publique. Pourtant, vous êtes plusieurs à vous connecter chez vous avec cette même adresse IP. Pourquoi? Parce qu'on utilise des adresses privées, d'accord, qui sont translatées par le NAT. On va voir tout ça aujourd'hui. Allons-y. Donc, rappel sur Ethernet. Donc, comme vous le rappelez, on a une adresse de broadcast, d'accord. Cette adresse de broadcast, c'est l'adresse tout à 1, FFF. Bon, j'en ai oublié un ici. C'est peut-être parce que la boîte n'est pas écrandre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous l'avez tous vu en TP, lorsque j'envoie une trame, qui est donc broadcasté vers l'adresse tout à 1, l'adresse MAC tout à 1, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les stations reçoivent, mais ça se fait indépendamment de l'adresse. Mais le fait de voir passer une trame destinée à l'adresse broadcast, ça veut dire que systématiquement, les données encapsulées sont passées à la couche réseau. Donc là, il n'y a même pas de question, ça passe sans être filtré. Par contre, lorsque j'utilise une adresse MAC de destination, qui est une adresse MAC qui correspond à une machine en particulier, ça veut dire que tout le monde continue à recevoir, mais du fait de voir que l'adresse MAC n'est pas la nôtre, eh bien, on va filtrer la trame immédiatement. Si on est la destination et qu'on se reconnaît au travers de l'adresse MAC, le contenu de la trame est passé à la couche IP. D'accord? Et c'est la couche IP qui, dès lors, va prendre en charge les données. Donc, comme vous voyez, le fait d'utiliser une adresse MAC, qu'est-ce que ça permet de faire? Eh bien, ça permet d'éviter de surcharger la couche IP, parce que, en définitive, ici, j'ai également l'adresse IP. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une adresse MAC? Pas vraiment, puisque au final, je peux toujours filtrer en me basant sur l'adresse IP. Mais cela, du fait que IP soit logiciel, c'est quelque chose qui appartient à notre système d'exploitation, ça veut dire que pour faire cette suppression de paquets, cela va nécessiter du CPU et de la mémoire. Et donc, parce qu'il y a une communication en local entre deux autres machines, eh bien moi, je vais être dérangé et je vais devoir consommer mon CPU pour filtrer les paquets qui ne me sont pas adressés. Là, plutôt que de faire ça, on s'est dit, bon, ben, on peut faire mieux en rajoutant une adresse complémentaire au niveau 2, qui est l'adresse MAC, qui permet dès lors de filtrer les paquets au niveau de la couche 2, soit au niveau matériel. Et parce que c'est au niveau matériel, je ne consomme pas de CPU ni de mémoire. Donc l'intérêt des adresses MAC, c'est de pouvoir anticiper la suppression des paquets que IP est censé faire, mais qui consommera de la CPU. Plutôt que de le faire au niveau 3, je le fais au niveau 2. Mais pour qu'il y ait cette suppression, encore faut-il que l'adresse MAC que je mets dans la trame soit une adresse qui corresponde à l'adresse IP du paquet. Donc, il faut qu'il y ait une correspondance. Donc, si on regarde ce qui se passe sur un réseau local, donc là, j'ai un paquet, d'accord, qui est encapsulé dans une trame. Donc, ce paquet est destiné à une machine qui est située ici, avec l'adresse 10001, peu importe. Donc, ça veut dire que je peux, par exemple, me dire, bon, ben, je ne veux pas m'embêter, je vais broadcaster. Comme tout le monde va recevoir la trame, eh bien, tout le monde va la passer au niveau de la couche 3. Et au niveau de la couche 3, ben là, je vais supprimer le paquet, là, je vais supprimer le paquet, et là, je garde le paquet parce que je suis à destination. Mais à nouveau, ce que j'ai fait, c'est que
tout le monde a dû faire cette suppression en utilisant du CPU au niveau de la couche 3. Donc ça, c'est pas une solution acceptable. Mais en tout cas, du coup, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que si je n'avais pas d'adresse MAC, est-ce que le système fonctionne? Donc, d'après vous, sans adresse MAC, est-ce que je peux fonctionner même si je n'ai pas d'adresse MAC? Mettez un pouce si vous êtes d'accord. Applaudissez si vous n'êtes pas d'accord. Donc, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que sans adresse MAC, on peut s'en sortir? Mais c'est coûteux. Bon, merci Camille. Merci Camille, Mélissa, Juliane. Titiane, il n'était pas sûr, mais il faut revoir ça. Candice, merci. Donc, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que l'adresse MAC, finalement, c'est qu'un plus. C'est-à-dire qu'on peut s'en sortir avec IP, mais on va consommer du CPU. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter une adresse MAC. Et au lieu de mettre l'adresse de broadcast, on va mettre l'adresse MAC de la destination. Donc là, vous voyez, je mets l'adresse MAC. Ce qui fait qu'au final, tout le monde continue à recevoir. Mais au niveau de la couche 2, c'est là où je vais faire le filtrage pour ces deux machines. Je filtre au niveau matériel. Tandis qu'ici, comme je sais mon adresse MAC, je passe l'information au niveau de la couche 3. Et en me basant sur l'adresse IP, je peux continuer à processer le paquet. Donc, vous voyez que beaucoup de choses restent, entre guillemets, transparentes, puisqu'elles sont filtrées au niveau MAC, mais ce filtrage au niveau de la couche liaison, donc, elle est faite grâce à l'adresse Ethernet. Donc, l'adresse Ethernet est un plus. D'accord? Donc, voilà. Alors, un cas de figure qui est plus révélant, donc, c'est de se dire, généralement, une gateway, et dans ce cas-là, ce qui va se passer, s'il faut que je passe par un équipement intermédiaire, un routeur, avant d'arriver au niveau de la destination, ce que je fais, c'est qu'ici, je mets l'adresse de qui ici. Donc ça, c'est ma destination. Ici, je mets l'adresse du routeur. Ici, c'est la destination finale. Ce qui fait qu'au travers de ce mécanisme, grâce à la trame, je passe par le routeur. Et finalement, si je regarde l'entête que j'ai ici, donc ici, au niveau IP, j'ai toujours l'adresse de D. Au niveau MAC, j'ai l'adresse de qui, s'il vous plaît? Allez-y, vous pouvez chatter la réponse. J'ai l'œil sur le chat. Donc, lorsque je dépasse le routeur et que je suis sur le dernier tronçon, quelle est l'adresse MAC que je mets ici? Celle de qui? Celle de D. D'accord? Exactement. Merci Solal. Donc, vous voyez, donc, je fais en deux mouvements. À chaque fois, j'identifie le saut suivant. Et si jamais la destination est le saut suivant, c'est l'adresse de la destination que je mets. Tout à fait, Mathis. D'accord? Donc, c'est comme ça que les choses fonctionnent et que l'encapsulation IP fonctionne. D'accord? Donc, ensuite, bien sûr, la question à l'adresse du routeur, c'est avant. Ryan, fais attention. Donc ici, ce qu'il faut faire, bien évidemment, c'est comment faire connaissant l'adresse de la destination pour savoir quelle est l'adresse MAC que je veux. D'accord? Donc systématiquement, il y a cette question qu'il faut se poser. OK? Bon. On va voir que cela fait intervenir un certain nombre de choses. Donc, il y a deux types d'acheminement. D'accord? Selon que je suis connecté directement avec la destination sur le même réseau ou selon qu'il faut que je passe par un routeur intermédiaire. Si j'ai routeur intermédiaire, on fait l'acheminement indirect. Si je suis directement connecté, c'est l'acheminement direct. Et donc, la seule différence ici, c'est la correspondance entre adresse IP et adresse MAC. Donc, au niveau IP, j'ai toujours la source et la destination. D'accord? Tandis qu'au niveau Ethernet, si je suis en direct, l'adresse MAC est celle de la destination finale. Si je suis en indirect, ça veut dire quoi? L'adresse IP, c'est toujours les mêmes, ça ne change rien. Par contre, au niveau MAC, ce que je vais préciser, c'est l'adresse du saut suivant. Si je ne suis pas sur le même réseau, il faut que je passe par un routeur. Donc, les tables de routage de la machine, au niveau IP, me disent qu'il faut passer par un routeur intermédiaire. Je connais l'adresse IP du routeur et donc, du coup, je ne modifie pas l'entête IP, mais je vais préciser l'adresse MAC du routeur dans l'entête Ethernet. Et c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde sur cette première partie? Bon. OK? Allons-y. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un certain nombre d'informations qu'il me faut avoir. On a déjà parlé de la gateway. Donc, quel est le routeur qui me permet de sortir de mon réseau? Donc, il me faut connaître son IP et donc son adresse MAC. Mais on n'a pas uniquement besoin de ça. On a besoin de quoi? Donc, les informations qui concernent la source, d'accord? Qui me concernent. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de connaître mon adresse IP. Bon, ça, déjà, c'est pas évident parce qu'on l'a dit. L'adresse IP, c'est pas un identifiant donné ad vitam aeternam. C'est pas comme l'adresse MAC, c'est pas comme le numéro de téléphone. Donc, l'adresse IP change et dépend du réseau sur lequel je suis. Donc, il faut que je découvre mon IP. Premier problème. Ensuite, une IP, on a vu qu'il y a un masque. J'ai besoin de connaître l'adresse du réseau auquel je suis connecté. Et c'est grâce à ce masque que je sais si oui ou non une destination est sur le même réseau. Parce que si la destination a le même préfixe que moi, c'est qu'on est sur le même réseau. Mais pour connaître le préfixe, il faut que je connaisse le masque de mon réseau.
Donc, il faut que je connaisse mon IP, mon masque. OK, good. Après, il faut que je connaisse l'adresse du routeur. Parce que si je veux, maintenant, on me dit que la destination n'est pas sur ton réseau local, il faut que je passe par un routeur. Quel est ce routeur qui me permet de sortir? Bon, c'est pour ça qu'on appelle ça en anglais la gateway. OK? C'est rien d'autre qu'un routeur, mais on l'appelle gateway puisque c'est la porte de sortie de mon réseau. Donc, quel est l'IP de la gateway? OK? Ensuite, bien évidemment, on le verra plus tard, mais moi, concernant la destination, si je suis un utilisateur, je vais donner quoi? Je donne son nom généralement. Mais le nom n'est pas utile. Donc, connaissant le nom, il faut que je connaisse l'IP de la destination. Pour connaître l'IP de la destination, on utilise le DNS. On verra ça sur le chapitre DNS. Ensuite, il faut qu'on connaisse son adresse MAC. Comment je fais pour connaître Alors, mon adresse MAC, je la connais déjà, pardon. L'adresse MAC, oui, mon adresse MAC, comment je la connais? Ben, c'est sur ma carte réseau. Donc ça, au moins, ça ne change pas. Donc ça, c'est simple. Et ensuite, donc, comme on voit, pour connaître toutes ces informations-là, on a besoin d'un certain nombre de choses. Donc, par exemple, tout ça, ça peut être soit configuré manuellement, soit ça peut être donné par DHCP. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. C'est comment le DHCP nous permet de découvrir les paramètres de mon réseau local. Concernant la destination, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de connaître donc l'adresse de la destination, on l'a déjà dit, c'est le DNS qui va nous le donner, donc ça on le verra après les vacances. Pour connaître l'adresse MAC de la destination ou celle de la gateway, j'ai besoin d'un protocole qui est ARP, on a déjà vu en TP. Donc tout ça c'est pour la destination. Et si elle est distante, c'est pas celle de la destination mais de la gateway qu'il me faut. Et donc ça, c'est par DHCP que je la connais. Et ensuite, une fois que je connais l'IP de la gateway, eh bien, c'est grâce à ARP que je vais avoir son adresse MAC. D'accord? Donc voilà, donc il y a deux choses, d'accord? Il faut que je remplisse les en-têtes de mon paquet, les informations de la source, les informations de la destination. Comment je fais? Donc, pour ce faire, on a plusieurs protocoles. DNS pour connaître l'IP de la destination. Et donc, du coup, savoir si elle est directement connectée sur le même réseau. Et ça, c'est grâce au préfixe. Une fois que je sais qu'il faut que je passe par une gateway ou que je suis directement sur la destination, j'utilise ARP pour connaître mon adresse MAC. Et concernant les informations de la gateway ou mon IP, j'utilise DHCP. Vous voyez, sans ces protocoles, on ne peut rien faire. Alors, juste une petite question rapide pour voir si vous suivez, pour certains. C'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont en commun le DHCP et ARP? Pourquoi je les présente en même temps aujourd'hui? Allez, question bête. C'est vraiment, si vous savez, tant mieux, sinon c'est pas très grave. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux protocoles, ARP et DHCP? Est-ce que quelqu'un arrive à voir ou pas encore? Si c'est non, c'est pas grave. Alors, ils jouent un rôle, pas vraiment, Boubou. C'est juste qu'ils font dans la même couche, tout à fait, Mariam, mais ils ont besoin de la diffusion. D'accord? C'est des protocoles pour les adresses, mais principalement, ils fonctionnent avec le broadcast. D'accord? On verra ça. Donc, pour résumer, d'accord? Regardez, alors ça, c'est vachement important. C'est ce que vous êtes censé faire toujours quand on fait du réseau. Donc, vous vous rappelez que tout le monde est d'accord qu'un message, c'est quoi? C'est une en-tête Ethernet, une en-tête IP, une en-tête transport qu'on n'a pas encore vu, mais au niveau 4, et une au niveau application. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon pour vous? Cette encapsulation, vous l'avez vu dans Wireshark normalement. Mettez-moi un pouce si c'est OK pour tout le monde. D'accord? Donc, ça, vous l'avez vu dans Wireshark. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut remplir l'entête. Il faut donner des valeurs. D'accord? Il faut qu'on donne des valeurs. Alors, pour l'adresse MAC, je fais comment, s'il vous plaît? Comment je fais pour connaître mon adresse MAC? Je regarde ça sur ma carte réseau. Donc, ça, c'est simple. D'accord? Pour la destination, on l'a dit. Quel est le protocole? Parce que les choses se passent connaissant l'IP, on me donne la MAC. Donc, c'est quoi le protocole qu'on a dit et qu'on a vu en TP qui me permet? C'est ARP. Très bien. Après, j'ai quoi? Après, j'ai l'adresse IP source. Comment je la connais, mon adresse IP? On l'a pas encore vu, on va le voir aujourd'hui. On a dit que quel est le protocole qui va me le dire? Mon adresse IP, on en a parlé très rapidement dans le protocole, dans le précédent, DHCP. OK, good. Donc, vous voyez, on avance là. On avance. L'adresse IP de la destination, comment je fais pour la savoir, pour la connaître, l'adresse IP? Alors, l'adresse IP, attention Myriam, c'est l'adresse IP dont je parle. Donc, DNS, tout à fait. Donc, ça, c'est bon. Donc, vous voyez, donc, qu'est-ce qu'on a fait? MAC, c'est bon. IP, c'est bon. Maintenant, bon, au niveau de TCP, on n'en a pas parlé, mais bien évidemment, si là, j'ai du HTTP, quel est le port de la destination de ma requête? Ça, c'est simple, vous devez le savoir. 80. Donc, ça, c'est prédéterminé par application. Et là, la petite question piège qu'on verra à la rentrée, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas grave.
quelle est l'adresse IP? Le port source, généralement, que je mets, est-ce qu'il y a une valeur magique? Ouais, c'est un peu compliqué. Exactement, c'est aléatoire. D'accord? Donc, résumons. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est les champs d'entête. Donc, comme on le voit, pour remplir l'entête, je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de serveurs. J'ai besoin d'avoir déjà, l'adresse DHCP pour mettre mon IP, ARP pour remplir l'adresse MAC de la destination, et au niveau DNS pour connaître l'IP de la destination, plus le numéro de port. Donc, à nouveau, oui, exactement. Ça peut être 80 ou autre, mais 80, c'est plus basique, c'est pour ça que j'ai donné. OK? Donc, tout le monde a compris pourquoi on a besoin de ces 2 serveurs, d'accord, et de ces 3 protocoles. Est-ce que tout le monde a compris pourquoi on en a besoin? Parce qu'il faut remplir les entêtes. Et c'est pareil, quand vous voulez passer un numéro de téléphone, un coup de fil, ou chercher l'adresse de quelqu'un, vous allez regarder dans un annuaire. Donc, vous avez besoin d'un serveur pour faire ça. D'accord? Là, c'est pareil. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? De DHCP ARP. DNS, on le fera à la rentrée. D'accord? Donc, je peux avancer. Donc, est-ce que ça vous aide ce schéma-là pour voir où est-ce qu'on en est? Donc, ne perdez pas de vue le but final. Et ne vous perdez pas dans les protocoles. C'est bien de connaître les protocoles, mais il faut savoir à quoi ils servent. Et à nouveau, ce qu'on envoie, ce sont des messages avec des entêtes multiples. Il faut remplir les valeurs. Et les valeurs les plus critiques sont les identifiants, que sont les adresses MAC, les adresses IP et les numéros de port. Point. Et pour cela, on a besoin de protocoles annexes. D'accord? Allons-y. Aujourd'hui, donc, commençons par DHCP. Donc, le DHCP, pourquoi? Parce qu'une adresse IP, on peut soit la configurer manuellement, d'accord? Et n'importe quel OS vous le permet. Donc là, normalement, c'est Windows. Là, c'est Mac. Et là, c'est Unix ou Linux. Donc, n'importe qui peut configurer les informations si vous les connaissez. D'accord? Et qu'est-ce qu'on vous demande? Si vous allez dans la configuration, on ne vous demande pas seulement votre adresse IP. Attention, on vous demande l'IP, le masque, le routeur qui est la gateway. D'accord? Gateway. Là, on le voit où? Sur Linux, je ne suis pas sûr de le voir, mais peu importe. Ouais, gateway ici. Plus le DNS. 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 Donc, si quelque chose manque, vous ne pouvez pas communiquer sur Internet. Donc, pour communiquer sur Internet, l'IP n'est pas suffisante. Il vous faut plein d'autres informations. Je répète, l'IP, le masque, la gateway, l'IP de la gateway, votre routeur de sortie, plus les DNS. Si quelque chose manque, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas envoyer des entêtes vides. D'accord? Alors, manuellement, c'est ce qu'on faisait à l'époque au début de l'Internet. Et ça marche bien si vous restez chez vous et que rien ne change. Sauf que de nos jours, on a tous des portables, on a tous des mobiles et généralement, on se déplace. Et dans IP, malheureusement, c'est pas comme un numéro de téléphone portable. Non. L'IP change selon le réseau auquel je me connecte. Je ne peux pas garder mon IP si je change de réseau. C'est comme ça qu'on a créé le réseau Internet. Donc, si je suis mobile, je change d'IP. Donc, si je change d'IP, ça veut dire que soit manuellement, je dois écraser les informations et les mettre selon le réseau où je suis, soit je peux le faire dynamiquement. Qu'est-ce qui vous paraît le mieux? Est-ce que dynamiquement, ça vous paraît mieux? Mettez-moi un petit pouce si vous pensez qu'une configuration dynamique est mieux, sachant que je change de réseau tout le temps. D'accord, on n'avait pas vraiment le choix. Et donc, pour que ce soit dynamique, ça veut dire que ça ne devrait pas faire intervenir un humain. Et donc, c'est pour ça que, pour éviter cela, on a introduit le DHCP. Et le DHCP, c'est un protocole plus un serveur. Et ce protocole, c'est ce qui me permet de communiquer avec un serveur. C'est tout. D'accord? Donc, dès lors qu'on a un nouvel équipement, il faut savoir communiquer avec lui, sachant le service qu'on attend. Et le service qu'on attend d'un serveur, c'est de nous communiquer des paramètres réseau. Et je les remets ici. Et en plus de la liste qu'on a vue tout à l'heure, on a non seulement l'IP, le masque, l'adresse de la gateway, l'IP des DNS, tout ça, plus la durée de bail. Pourquoi? Parce que typiquement, ces informations-là ne peuvent rester valides que pendant une durée limitée. C'est pas ad vitam aeternam. Il faut rafraîchir ces informations. Donc, grosso modo, tout ça, c'est ce qu'on a appelé des états mous jusqu'à présent. Vous vous rappelez des états mous ou soft state en anglais? Pourquoi c'est un soft state? Parce que justement, j'ai cette espèce de TTL ici. À l'expiration du bail, je n'ai plus le droit d'utiliser ces informations. Il faut recontacter le serveur pour lui demander.
D'accord? Alors, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis manuel, ça veut dire que mon IP reste fixe jusqu'à ce que manuellement je la change. Lorsqu'elle est dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que systématiquement, il faut que je recontacte le serveur. Rien ne me dit que le serveur, entre deux contacts, ne va pas changer mon adresse IP. Donc, mon IP ne reste plus, n'est pas forcément la même. Je peux la renouveler, mais le serveur peut aussi décider de m'en donner une autre à l'expiration du bail. Donc, c'est pour ça qu'on va parler plus logiquement d'IP dynamique, même si c'est la configuration qui fait dynamique et que du fait d'être dynamique, l'IP peut changer. Tout le monde comprend? Un petit pouce si vous avez si c'est OK pour vous, pour que j'avance. OK, merci Dimitri, merci Paul, merci Juliane, Daran, Mathis, Mohamed, Pierre-Alexandre, super Amine. Je vois pas les autres sur l'autre page. Ouais, Paul, Vivian, bon, très bien. Donc, en plus de tout ça, comme on l'a vu, connaître l'adresse IP de la gateway, d'accord, puisque c'est l'adresse IP, il faut aussi pouvoir la résoudre pour connaître l'adresse MAC. Pour connaître l'adresse MAC d'une machine, je vais utiliser ARP, d'accord, puisque on doit remplir les informations de mon entête IP, mais également de la trame Ethernet, parce qu'un paquet qui est IP seul n'existe pas. Il faut l'envoyer dans une trame. Donc, dès lors que je mets les informations dans IP, il faut aussi m'occuper de mettre des informations dans l'entête de mes trames. Et voilà. D'accord? Et donc, après, on a vu le DNS. Et le DNS, bien sûr, son but, c'est de faire quoi? Eh bien, c'est connaissant le nom de la destination, parce que l'utilisateur, lui, le pauvre, ne peut pas se rappeler de toutes les IP, de toutes les machines vers lesquelles il souhaite se connecter. Eh bien, on utilise le DNS. Donc, 3 protocoles compagnons à IP, sans lesquels on ne peut pas fonctionner sur Internet. C'est comme ça. Et donc, comme on l'a dit, pour DHCP, serveur, pour DNS, serveur. Qui dit serveur dit qu'il faut un protocole pour pouvoir communiquer avec eux. On est d'accord? Voilà. Alors, bien évidemment, pourquoi je présente ARP et DHCP dans le même cours? Vous allez me dire, c'est bizarre. Alors oui, ça parle d'adresse, mais c'est aussi parce qu'ils fonctionnent un peu de la même manière. C'est-à-dire que lorsque vous voyez les requêtes, puisque je suis un client et que je dois me connecter vers un serveur, par exemple, dont je ne connais pas l'IP. Le serveur DNS change selon le réseau où je suis. Donc, il n'y a pas vraiment une valeur magique qui me permet de savoir quelle est l'IP du serveur en local. Celle de la PPTI, celui du Starbucks ou celui de chez moi. D'accord? L'IP peut changer. Les serveurs ne peuvent pas être contactés de la même manière selon les réseaux. Pareil, lorsque je veux connaître l'adresse MAC d'une machine, je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas qui elle est. Je connais que son IP. Et pourtant, il faut que je lui envoie une trame. Et pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la destination. Ne sachant pas qui je cherche à joindre, je vais crier à tout le monde. Par exemple, je vais prendre un nom au hasard, désolé. Où est Paul? D'accord? Mais j'envoie le message à tout le monde, puisque je ne sais pas comment le contacter. Donc, je fais du broadcast. D'accord? Je le fais aussi bien lorsque je fais du DHCP que lorsque je fais de l'ARP. D'accord? Bien évidemment, être obligé d'inonder, de broadcaster, de flouder, de diffuser, tout ça, c'est synonyme. C'est très coûteux parce qu'on l'a dit, je dérange tout le monde, tout ça pour contacter une personne. Donc, pour éviter le coût de la diffusion qui suggère l'utilisation de l'adresse FFF, on fait quoi? Eh bien, on va utiliser des états. Et vous l'avez déjà vu, dans ARP, on a une table. Oui ou non? Est-ce qu'on a une table dans ARP avec des TTL? Et on vient de dire que le DHCP, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le bail. Et pourquoi on met ces durées-là? C'est pour éviter d'être systématiquement obligé de diffuser tout le temps. Donc parfois, lorsque l'état est déjà présent, on peut éviter de diffuser. Mais ça n'empêche qu'à un moment donné, rien que pour corriger les informations, les rafraîchir, on est obligé de diffuser. Donc attention, la diffusion a du bon, mais pas systématiquement. Donc on peut le faire de temps en temps, et c'est grâce aux états qu'on l'évite, mais il faut comprendre que la diffusion est nécessaire, quel que soit son coût. On est tous d'accord avec ça? Est-ce que vous pouvez mettre un pouce? Parce que si ça, vous ne le comprenez pas, si vous êtes pour l'abolition de l'inondation, vous êtes pour l'abolition de l'Internet. D'accord? Donc attention. D'accord? Ouais, Rainham, très bien. Donc voilà. Donc il faut comprendre que je dois diffuser. Le faire tout le temps, c'est stupide puisque je peux éviter de temps en temps de le faire grâce aux États. Donc vous voyez, les États, c'est quelque chose de très puissant. Et pour pas avoir à gérer les États, je les crée en version soft, c'est-à-dire qu'ils expirent par eux-mêmes au bout d'un moment. D'accord? Donc à nouveau,
j'utilise un TTL qui permet donc de limiter la durée de vie des états parce que les états peuvent être périmés et doivent être rafraîchis par de nouvelles informations. D'accord? Et donc, qui va corriger le problème? L'inondation. Allons-y. Donc, DHCP, donc voici l'acronyme Dynamic Host Configuration Protocol, qui veut dire ici que, comme le nom indique, protocole de configuration de machine dynamique. Voilà, c'est exactement ce qu'on cherche à faire. D'accord? Donc ici, à nouveau, ça fait intervenir un serveur. D'accord? Et le serveur, son rôle, c'est de distribuer les informations, le paramétrage à toutes les machines du réseau local. D'accord? Vraiment simple. Une machine, donc du coup, doit trouver le serveur. Pour le trouver, elle ne peut faire autrement que de faire de la diffusion. Et les paramètres qui me sont communiqués, tels que son IP, le masque du réseau, les DNS, la gateway, d'accord, ne sont valides que pour une durée limitée par la durée du bail. Alors le bail ensuite, ça peut être quelques minutes, ça peut être des heures, ça peut être un jour. D'accord? Donc ça, c'est configurable. Okay? On verra qu'il y a un compromis à faire, bien sûr. Il n'y a pas de valeur miracle. Et ça complique un peu les choses. Donc en tout cas, pour communiquer avec un serveur, DHCP spécifie 4 types de messages. C'est un protocole, 4 types de messages qui sont ici. J'ai le discover, j'ai le offer, j'ai le request et j'ai l'acknowledgement. D'accord? Est-ce que vous voulez que je passe au transparent suivant pour vous montrer comment j'utilise ces 4 messages? Est-ce que c'est bon? Alors allons-y. Donc c'est bon pour Elio aussi, Marc, Arouf, Vivian, très bien, Mélissa, c'est bon? Allons-y. Donc qu'est-ce qui se passe ici? J'ai un client qui est ma machine. Je me connecte sur un réseau où mon bail vient d'expirer. Je n'ai plus d'IP. Je ne sais plus quelle est la gateway. Je ne sais pas où sont les DNS. Je ne peux plus communiquer. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais chercher à déterminer qui sont les serveurs sur le réseau. Alors, ne faites pas attention au fait qu'il y en ait 3 ici. On reviendra là-dessus derrière. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ne sachant pas où est le serveur, je vais envoyer une requête. Qu'est-ce que je vais faire de la requête? S'il vous plaît, chattez-moi la réponse. Je l'envoie à qui, la requête? Est-ce que je l'envoie au serveur ou pas? Alors, est-ce que je l'envoie au serveur directement? Mettez-moi un pouce si c'est au serveur spécifiquement ou je l'envoie ailleurs, à part les serveurs. Répondez-moi. Exactement. Perrine, tout à fait. Oriana, c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que je ne connais pas son IP. Donc, je vais diffuser. Donc, j'envoie un discover. Et le mot discover veut bien dire ce qu'il veut dire. Donc, j'envoie un message qui est quel est le DHCP? Bon, très bien. On va me répondre. D'accord? Et le DHCP, de cette façon-là, va se manifester, va me dire que voilà, c'est moi. Et voici les paramètres que je te propose. D'accord? Alors là, il y a une question un peu pernicieuse. Donc, du coup, il va falloir que je confirme. Est-ce que ça veut dire que dès ce point-là, est-ce que je vais me permettre d'utiliser les paramètres qui m'ont été suggérés ou il faut que j'attende un peu? Est-ce que si je les utilise tout de suite, mettez-moi un pouce. Alors, Oriana a raison, c'est peut-être pas immédiat. Alors, pourquoi c'est pas immédiat? C'est un peu compliqué ici. Donc, en tout cas, ce que je vais envoyer, c'est maintenant, j'envoie ma verrou requête. C'est-à-dire, me basant sur les paramètres que j'ai reçus, je vais les réclamer. Je vais confirmer si oui ou non je peux les utiliser. Donc, ça veut dire qu'ici, je ne peux toujours pas utiliser l'adresse IP. Et ensuite, je reçois une réponse. Alors, tout ça pourquoi? Parce que moi, quand j'envoie mon premier message, je vais le diffuser. Donc là, c'est broadcast. Broadcast. Vous voyez que sur un réseau, est-ce que d'après vous, un seul serveur suffit? Un seul serveur DNS, DHCP suffit-il? Non. Pourquoi? Parce qu'il peut tomber en panne. Et vous croyez que l'administrateur, il va quitter le cruise parce qu'il y a urgence, le DHCP est tombé? Non, il préfère en installer plusieurs, au moins 2. Donc ça veut dire que lorsque j'envoie ma requête, je reçois autant de réponses que j'ai de serveurs. Donc ça veut dire que maintenant, j'ai l'embarras du choix. Je ne vais pas utiliser les 3 réponses. Il faut que j'en choisisse une. Donc le message, le request, à vrai dire, c'est indiquer au serveur que parmi toutes les offres que j'ai reçues, je vais en retenir une. Donc ça veut dire que pour l'instant, tout ce que je fais, c'est indiquer au serveur qu'une offre, c'est celle que j'ai choisie. D'accord? Est-ce qu'on est OK avec ça?
OK. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que maintenant, il faut que j'envoie un message à plusieurs serveurs. Comment? Est-ce que je vais les envoyer un par un pour chaque serveur ou je peux faire mieux? Qu'est-ce que je peux faire de mieux, s'il vous plaît? À part envoyer mon request à chacun des serveurs. Comment je peux faire pour tuer plusieurs oiseaux avec une pierre? Non, ça c'est en anglais. Comment faire d'une pierre plusieurs coups? Qu'est-ce que je peux faire? Broadcast à nouveau. Ah ouais, Dimitri, c'est ouais, bon, on est d'accord, mais on va pas parler de tout ça. C'est un peu trop tôt, mais effectivement, Oriana a raison. On va refaire un broadcast. Donc vous comprenez pourquoi là, lui, il doit faire un broadcast. Pourquoi le offert il est broadcasté? Parce que je n'ai toujours pas d'IP. Alors David, elles sont pas forcément les mêmes. Et là, je refais un broadcast pour contacter tous les serveurs. À ce moment-là, je n'ai toujours pas d'IP. Donc, ça veut dire que là aussi, je suis obligé de broadcaster. Donc, combien de messages sont broadcastés en tout lorsque je fais du DHCP? 4. Alors, David, c'est pas forcément les mêmes déjà. C'est pas une obligation. D'accord? Et celle que je vais choisir, c'est la première que je reçois. Pour faire simple. Donc, il n'y a pas véritablement de réponse, de bonne réponse que je vais accepter. Je vais prendre la première. Et donc, du coup, du fait de broadcaster, tout le monde sera au courant. Grâce à ce message ici que j'ai broadcasté, tous les serveurs savent qu'il y en a certains qui ont été éliminés, qu'il y en a un qui a gagné. D'accord? Donc voilà. Donc, à nouveau, maintenant, regardons le détail des IP. Pourquoi pas 3? Ça veut dire quoi? 3 quoi, Myriam? 3 broadcasts? Je vais te le montrer tout de suite. D'accord, Myriam? Donc, allons-y. Donc, j'ai un premier client. Donc, regardons un peu l'entête du paquet IP. Donc là, c'est l'adresse IP de broadcast. Tout le monde le connaît, tout le monde la connaît? Ok, ok, Oriana, je vais vous montrer tout ça. Est-ce que tout le monde est d'accord? Broadcast. Et ça, comme je n'ai pas d'IP, et pourtant il faut quand même spécifier une IP dans l'entête, je vais mettre laquelle? J'ai une adresse spécifique qu'on appelle la 00 qui permet de dire, j'ai pas encore d'IP, il faut quand même que j'envoie ma requête, donc je vais utiliser l'adresse 00 temporairement. Tout le monde la comprend, la 00? D'accord? C'est tant que je n'ai pas d'IP. Je vais m'autoriser à utiliser à 0. Donc ça veut dire que maintenant, quand le serveur va me répondre, est-ce qu'il peut me l'envoyer à moi, sa réponse? Ah non, il ne peut pas. Donc, du coup, il va l'envoyer à qui? Rebelote. Il est obligé de broadcaster. Il est obligé de broadcaster à cause de l'adresse 00. Je ne sais pas à qui répondre. Ou en tout cas, la personne à qui je réponds n'a toujours pas d'IP. On est d'accord? Donc, du coup, je refais un broadcast. Est-ce qu'on est tous d'accord? Eric n'est pas d'accord. Bon, très bien. Allons-y maintenant. Donc, maintenant, le client reçoit une proposition. Sauf qu'on a dit, il peut en recevoir plusieurs d'un coup. Donc, lui, le but du troisième message, c'est pas d'utiliser l'IP parce qu'il n'a pas forcément le droit à l'heure actuelle de l'utiliser puisqu'il a reçu plusieurs offres. Laquelle vas-tu utiliser? J'en sais rien. Donc, du coup, il va envoyer son message à nouveau avec l'adresse 00. Et on utilise le broadcast pourquoi? Parce qu'on l'a dit, parce qu'on peut avoir plusieurs serveurs. Donc, plutôt que d'envoyer N fois, on fait quoi? On fait du broadcast. Est-ce que tout le monde a compris? Et 00, pourquoi? Parce que je n'ai toujours pas reçu confirmation que parmi toutes ces offres, celle que j'ai sélectionnée est la bonne. Et donc maintenant, là, on me répond à nouveau. Et cette fois-ci, on me dit, OK, celui que j'ai choisi, le seul serveur que j'ai choisi, me répond et me dit que c'est bon, tu peux utiliser l'offre que je t'avais envoyée. Donc, 4 broadcasts. Et comme vous voyez dans le message, 00 ici, parce que je n'ai toujours pas d'IP. D'accord? Et ici, broadcast, puisque je n'ai pas d'autre choix, sachant que la machine qui cherche à être configurée n'a pas été configurée. D'accord? Parfait, Myriam. Donc voilà, donc le serveur DHCP m'envoie au travers de l'offre, chaque serveur DHCP m'envoie les paramètres réseau, IP, mask, gateway, serveur, plus la durée de bail. D'accord? Comme plusieurs serveurs peuvent me répondre, d'accord, il faut que j'en choisisse un. Et c'est le but du request. D'accord? Le request est donc pour indiquer quelle est l'offre que j'ai acceptée. Et dès lors que j'ai accepté cette offre, eh bien, dès lors, je reçois un accusé de ce fameux serveur dont j'ai accepté l'offre qui me dit que dorénavant, tu peux utiliser les paramètres que je t'avais envoyés. D'accord? Donc, la durée de bail, c'est quand même ce qu'il y a de plus critique dans ce mécanisme. On a vu broadcast, très important. Durée de bail, également très important, puisque quand il y a broadcast, il y a forcément une limitation dans le temps qui m'évite de rebroadcaster à chaque fois pour me demander mon IP.
Donc, c'est grâce à la durée de bail que je peux utiliser l'IP pendant une période donnée. Donc, pourquoi la durée de bail? Parce que, à nouveau, le nombre d'IP peuvent être limités sur mon réseau, d'accord? Et donc, elles doivent être partagées. Oh là là, l'erreur d'orthographe, mince. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que généralement, on met un DHCP non seulement parce que c'est dynamique, mais aussi parce que, par exemple, je peux être sur un réseau, comme on n'a pas beaucoup d'adresses IPv4, il faut qu'une même adresse IPv4 soit utilisée par plusieurs personnes par intervalle de temps. Donc, je fais un partage dans le temps, d'accord? Donc, il faut que les gens libèrent leur IP pour que je puisse la louer à quelqu'un d'autre. Donc, pour qu'il y ait cette libération, elle peut être faite de manière explicite, c'est-à-dire que je peux le faire manuellement. Hein. Vous pouvez écrire if config release, ou vous pouvez le faire quand vous éteignez votre machine. Donc, automatiquement, ça va envoyer un message de release. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce que votre machine peut cracher. Ou peut-être que votre OS est buggé et n'envoie jamais de release. Donc, dans ce cas-là, il faut que le serveur trouve un moyen de se réapproprier les IP de manière, arbitraire lorsqu'il en a besoin. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a besoin du bail, pour que le serveur, grosso modo, informe le client que quoi qu'il arrive, à l'expiration du bail, l'IP ne t'appartient plus. D'accord? Donc, bien sûr, ensuite, il y a un compromis à faire. Il n'existe pas une valeur parfaite pour le bail, et c'est toujours le cas. Il y a toujours des compromis. Typiquement, si on met une durée courte, c'est qu'on souhaite pouvoir se réapproprier des IP qui ne sont pas forcément utilisés, mais encore faut-il être sûr que des machines ne les utilisent plus. Donc, une durée courte, ça veut dire que les machines en ont besoin que pendant une durée courte, ou ça veut dire aussi que je n'ai pas assez d'adresses IP pour répondre aux besoins de tous. Donc, je vais mettre une durée de bail très courte. Je peux aussi mettre une durée de bail longue, tout ça pour éviter d'être obligé de renouveler toujours une même IP si celle-ci est toujours en cours d'utilisation. Donc, grosso modo, il n'y a pas véritablement de valeur miracle, mais en tout cas, il y a toujours un compromis à faire. J'espère que tout le monde le voit. Donc, Solal nous demande, lors de l'offre d'un serveur, on a les adresses IP des serveurs, pourquoi faire la réponse du choix? Parce qu'on a dit, parce que plutôt que de répondre à chaque DHCP un par un, on fait d'une pierre plusieurs coups, Solal. Tu comprends? On préfère envoyer un message broadcasté pour que tous les serveurs comprennent celui qui a été choisi et les autres qui n'ont pas été choisis, plutôt que d'envoyer un message par serveur. Compris, Solal? Bon. OK. Allons-y sur ARP maintenant. Donc, ARP, c'est un autre protocole. Vous avez déjà vu le but de ce protocole. À nouveau, ce protocole utilise le broadcast, tout comme le DHCP. Donc, regardez comment il fonctionne. Donc, à nouveau, les machines ont une table. Cette table a des correspondances que vous avez déjà consultées en TP. Adresse IP, adresse MAC. D'accord? Et certaines entrées peuvent être configurées manuellement. Et vous vous rappelez, c'est quoi l'option ARP pour faire du manuel? C'est moins quoi, tirer quoi pour faire du manuel, vous vous rappelez ou pas dans le TP? Moins S. Pourquoi moins S? Parce que S égale à statique. D'accord? Ou elles peuvent être découvertes dynamiquement grâce au protocole ARP. Et le protocole ARP consiste à faire quoi? Je consulte ma table. Si l'entrée existe, je l'utilise. Et heureusement que l'entrée est cohérente. Si elle n'est pas cohérente, ça fait tout planter comme vous avez vu en TP. On espère qu'elle est cohérente. En tout cas, grâce au TTL, on peut s'assurer que les entrées non cohérentes seront nettoyées. Bon. Donc, si l'entrée n'existe plus, qu'est-ce que je fais? Je broadcast. J'envoie la requête ARP à tout le monde en spécifiant quelle est l'IP que je cherche à résoudre. Tout le monde reçoit la requête. Celui à qui appartient l'IP se reconnaît et c'est le seul à me répondre. D'accord? Et donc, du coup, je renvoie une adresse MAC, d'accord? L'adresse MAC qui est demandée en précisant, d'accord, l'information qui a été demandée que je mets dans ma table. Donc, vous avez vu le format d'un message ARP. Attention, ARP est directement encapsulé dans une trame Ethernet. Donc, ça veut dire que j'utilise la valeur 0,806 pour indiquer qu'il s'agit d'une trame ARP. Dans ARP, j'ai quoi? J'ai le type d'adresse, que ce soit IP ou MAC. Donc, pourquoi? Parce que le protocole n'a pas été spécifiquement conçu pour IP et Ethernet. On peut l'utiliser pour n'importe quelle combinaison de protocoles, même si l'exemple le plus courant, c'est d'utiliser donc le type le type 1 pour Ethernet et le type 17. Alors 17, je l'ai mis juste pour d'autres exemples, mais si j'utilise Ethernet, c'est 1. Si j'utilise une autre adresse physique, par exemple l'HDLC, c'est un autre protocole de couche liaison, je mets la valeur 17. La longueur, dès lors, si j'ai mis la valeur ici 1 pour Ethernet,
ce sera bien évidemment 48 puisque les adresses Ethernet sont de 48 bits. D'accord? Je reviendrai sur ta question, Dimitri. Et pour IP, d'accord, la longueur sera de 32. D'accord? Puisque ça indique effectivement qu'ici, j'ai quoi? Si j'ai 0,800, d'accord, ça me montre qu'il s'agit d'une adresse IPv4. Et ensuite, hein, les opérations, vous les avez vues, 1 ou 2, selon qu'il s'agit d'une requête ou d'une réponse. Donc voilà. Donc vraiment un protocole ultra simple, mais ultra nécessaire. On est d'accord? Dès lors qu'on ne veut pas faire du broadcast systématique. Donc Dimitri demandait vraisemblablement une question sur quoi? Exactement. Mais alors Dimitri, ta réponse, la seule réponse que je puisse te donner à ta question, c'est simple. C'est que l'Internet a été conçu en pensant qu'on peut tous se faire confiance. Donc dès lors qu'il n'y a plus de confiance, tous les protocoles Internet, tous, ne fonctionnent plus. On est d'accord, Dimitri? Donc, tu peux poser cette question chaque semaine et à chaque fois, je te donnerai la même réponse. On a conçu Internet en pensant qu'on peut se faire confiance les uns les autres. Dès lors qu'il y a quelqu'un auquel tu ne peux plus faire confiance, c'est terminé. Ça ne marche plus. On est d'accord, Dimitri? Tout le monde a compris ça? C'est que tous les protocoles Internet ont été conçus de façon à se faire confiance. S'il n'y a plus de confiance, ça ne marche plus. OK, donc si on prend un exemple simple, donc ici j'ai deux machines, A c'est la source, B c'est la destination, j'ai un routeur entre les deux. Donc ça veut dire que à un moment donné, il faut que je communique entre A et B, d'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'envoie un message à A et B. Donc déjà forcément, comment fait A pour savoir que A n'appartient pas au même réseau que B? Comment fait A pour le savoir, s'il vous plaît? Parce que c'est la première chose à faire, hein. C'est savoir si A et B sont sur les mêmes réseaux. Donc la source A, comment fait-elle pour le savoir? Oui, non, mais ça, c'est une conséquence, Manon. Mais avant, il faut qu'on sache si A et B sont le même réseau. Comment on fait? Exactement. Myriam a entièrement raison. On applique notre masque. Donc, il faut que je connaisse le masque. Par exemple, ici, ça peut être un slash 32, un slash 16. Et je l'applique aux deux IP. Et je vois que les préfixes sont-ils les mêmes ou pas? Les deux préfixes n'étant pas les mêmes, ça veut dire que automatiquement, on n'est pas sur le même réseau. Et il faut que je passe par qui? Par le routeur. Comment est-ce que je connais R? Qui est-ce qui me donne R, s'il vous plaît? Qui me donne l'adresse du routeur? Parce qu'il faut quand même que je connaisse. Non, attention, Boubou, on vient de le dire. Qui me donne l'adresse du et c'est DHCP ou manuellement? D'accord? Donc, grâce au DHCP, je connais la gateway. Donc, grâce au DHCP, je connais le masque et je connais le routeur. Vous voyez que si vous n'avez pas ces informations-là, inutile de faire ARP et le reste, hein. Donc, heureusement que j'ai configuré ces paramètres. Est-ce qu'on est tous d'accord? Donc, savoir si on est sur le même réseau, c'est critique. Pour le savoir, j'ai besoin du masque. Une fois que j'ai le masque, je connais les adresses de réseau. Une fois que j'ai les adresses réseau, je sais si je suis sur le même réseau. Si on n'est pas sur le même, j'ai besoin d'un gateway. Grâce au DHCP, j'ai un gateway. On est d'accord avec tout ça. Donc, ceux qui me disent inondation, tout ça, c'est voilà, c'est que vous n'avez pas compris les transparents précédents. OK? C'est important. Donc, dès lors qu'il faut que je sache que je dois passer par le routeur. Donc, DHCP me donne l'IP du routeur. Mais il faut l'adresse MAC. Donc, du coup, pour avoir l'adresse MAC, je fais quoi? Je vais envoyer, alors désolé, c'est pas très propre. Donc, j'envoie quoi? Je vais envoyer une requête ARP qui va demander quoi? L'adresse MAC du routeur. D'accord? Donc, ARP va demander quelle est l'adresse MAC correspondant à cette adresse IP. Le routeur va me renvoyer du coup cette adresse MAC vers A. Donc ça veut dire que la trame que j'envoie, comme vous voyez, c'est une trame que S envoie et la destination, c'est le routeur. On est d'accord? Et lorsque je passe sur le réseau de droite, je fais pareil. Le routeur compare son adresse IP à celle de la destination. Est-ce qu'elles sont sur le même réseau, s'il vous plaît? Grâce au préfixe, je vois qu'on est sur le même réseau. Donc, du coup, j'envoie une requête ARP directement à B, lui demandant son adresse MAC. Donc, du coup, la source, c'est le routeur. La destination, c'est D. D'accord? Donc, vous voyez comment ARP fonctionne? Mais pour que ARP fonctionne, il faut que j'ai le masque. Pour avoir le masque, il faut que j'ai le DHCP. Le DHCP. On est d'accord? Est-ce que je peux passer à la suite ou vous avez des questions sur DHCP ou ARP? Ok, good. Bon, bah, il n'y a pas beaucoup de pouces, mais bon, c'est bien. J'espère que tout le monde arrive à suivre. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais à nouveau, rappelez-vous les en-têtes. C'est ça qui est le plus important.
Il faut que je remplisse mes entêtes. Pour remplir mes entêtes, je ne peux pas mettre de valeur aléatoire. D'accord? Ok, donc en conclusion de cette partie-là, donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que une adresse IP a évolué depuis les années 60. Dans les années 60, une IP s'était donnée pour la durée de vie d'une machine. La machine ne bougeait pas, elle restait au sein de la même institution, elle était statique. Donc grosso modo, une IP était plus qu'un identifiant, c'était vraiment localisation puis identifiant de la machine. D'accord? De nos jours, non. On n'a plus beaucoup d'IP et qui plus est, on bouge. Donc ça veut dire quoi? C'est selon les réseaux où je vais, je change d'IP. Et en plus, si je suis sur un réseau où j'ai un DHCP, mon IP peut également changer au cours du temps. Donc une IP aujourd'hui, elle change selon ma localisation, mais aussi selon l'intervalle de temps. Donc c'est ultra dynamique. Donc vous voyez que ça a énormément changé. Donc il a fallu que ces évolutions soient prises en compte dans Internet. Pour prendre en compte ces évolutions, on a fait quoi? On a introduit le DHCP pour qu'on puisse découvrir nos paramètres selon le réseau où je suis et que ces paramètres puissent être rafraîchis à l'expiration de mon bail. Et d'autre part, j'ai besoin d'ARP puisqu'à nouveau, ARP permet de réaliser l'encapsulation IP Ethernet en découvrant quelles sont les adresses MAC à utiliser dans l'entête Ethernet. Et ces deux protocoles ne peuvent fonctionner si je ne peux pas faire de diffusion. Donc le broadcast au niveau Ethernet est excessivement important. Donc c'est pour ça qu'on a vu le cours sur les switches. Est-ce qu'un switch empêche l'inondation? Mettez un pouce s'il l'empêche, applaudissez s'il l'empêche pas. Est-ce qu'un switch, un commutateur, exactement, il l'empêche pas, puisqu'on en a besoin. Donc lire dans la littérature, comme vous pouvez le lire partout, qu'un switch, ça empêche l'inondation, c'est de la folie. On est d'accord? Parce que IP en a besoin. Sans inondation, on n'a pas IP. D'accord? Donc à nouveau, parce que c'est coûteux, donc on n'est pas fou non plus. On ne va pas diffuser à chaque fois que j'ai un paquet à envoyer. Donc on utilise des états. Et ces états, on les utilise dans quel but? Eh bien, tout simplement pour utiliser donc des tables qui évitent de diffuser de l'ARP tout le temps, ou en DHCP pour utiliser les mêmes paramètres pendant une durée suffisamment longue pour éviter de redemander toujours les paramètres au DHCP. D'accord? Donc on le fait dans les deux cas. D'accord? Donc aujourd'hui, ensuite on va parler des NAT. Donc on peut faire une pause et prendre des questions si vous en avez. Alors je vais regarder le chat pour voir s'il y a eu des questions entre-temps. D'accord, le livre, ok. Ah oui, exactement, oui. Vous pouvez, tout ça c'est mis dans le bouquin que je vous ai donné, il y a tout ça. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller lire IP dans le bouquin de Kuros, il y a tout ce que j'ai dit, il dit exactement la même chose, Bobo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Très bien, alors passons au NAT. Ouais, plus ou moins Mathilde. Ouais, effectivement, il y avait deux, trois choses qui avaient été dites, mais vous aviez déjà vu un certain nombre de choses dans le TP, hein, Mathilde. À l'époque où les adresses IP étaient statiques, pourquoi on créait la notion d'adresse MAC? Parce qu'à nouveau, parce que Shams, c'est une bonne question que tu poses, mais le problème, on l'a dit, c'est que lorsque tu es sur un réseau, si tu n'as pas d'adresse MAC, ça veut dire que lorsque tu envoies ton paquet, s'il n'y avait pas d'adresse MAC, tout le monde reçoit la trame et tu ne peux filtrer qu'au niveau 3. Et ce filtrage, il est néfaste. Pourquoi? Parce qu'il consomme du CPU. Donc, déjà à l'époque, on a identifié. Donc, ça, c'est indépendamment du broadcast, hein, Shams. Tu vois, c'est que si tu n'as pas d'adresse MAC, ça veut dire que tout le monde reçoit. Donc, c'est pour ça que plutôt que de faire ça, on a introduit les adresses MAC pour pouvoir faire du filtrage au niveau 2, qui est un filtrage, au niveau matériel. D'accord? OK. Bon, passons au NAT, qui est un plus gros morceau déjà. Pourquoi? Parce que, grosso modo, ça répond également aux évolutions d'IP. D'accord? Donc, NAT n'est pas forcément indispensable, mais aujourd'hui, c'est une réalité. D'accord? Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin? Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Internet tel qu'il a été conçu, ça correspond à ce qu'on a vu dans les cours précédents. Mais on voit que typiquement, il y a des évolutions qui font qu'on ne peut pas continuer à fonctionner comme on l'a toujours fait depuis les années 70. D'accord? Et on s'en est rendu compte très rapidement dans le courant des années 90, voire au début des années 2000. Donc déjà, première réalité,
Les machines se déplacent. Bon, ça, on l'a déjà vu avec des HTTP. Du fait que les machines se déplacent, elles doivent changer d'IP. Pour reconfigurer les IP, on ne va pas commencer à demander à l'utilisateur de configurer manuellement les paramètres. Parce qu'au pire, il va appeler l'administrateur à chaque fois qu'il arrive quelque part, il va demander au caissier du Starbucks, oh, est-ce que vous pouvez me donner l'adresse de votre serveur DNS? C'est pas forcément très confortable comme utilisation. Donc, on a introduit le DHCP. Donc, tout le monde comprend le besoin du DHCP dès lors qu'on commence à être mobile. C'est bon? Donc, ça, c'était le DHCP. Très bien. Bon. Qui plus est, on sait qu'on commence à manquer d'adresses IP. D'accord, les adresses IPv4 sont totalement épuisées. Dans la majorité des pays du monde, on n'a plus assez d'adresses IP. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que grâce au DHCP, qu'est-ce qu'on peut faire? Une même IP peut être réutilisée par plusieurs machines. Donc, ça, c'est bien. Pas simultanément. Ça veut dire qu'il y a tour de rôle. Grâce au DHCP, je peux attribuer une IP à plusieurs machines qui, au fur et à mesure, vont pouvoir l'utiliser. D'accord? Qui plus est, si toutes les machines ne sont pas actives, à quoi ça sert qu'elle ait une IP alors qu'elle est en train de dormir? Au pire, ce qu'on peut faire, c'est réutiliser l'adresse IP d'une machine dormante et l'attribuer à une machine qui devient active. Donc, on peut faire de la gestion d'adresse IP, sachant que le nombre d'adresses IP peut être inférieur à celui du nombre de machines. En tout cas, il doit être égal au nombre de machines actives. D'accord? Bon, peut-être que si on n'y a pas assez, peut-être que certaines machines ne vont pas avoir d'adresse IP pendant quelques minutes et vont être bloquées. Ça peut arriver. D'accord? Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que, bon, le DHCP, c'est bien, ça permet de faire des choses dynamiques, mais simultanément, on ne peut pas utiliser la même IP. Et ça, c'est problématique. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas d'IP, je suis bloqué, j'attends qu'une IP se libère. C'est-à-dire que Internet, du coup, c'est-à-dire que pendant, j'attends les bras croisés le temps qu'on me donne une IP. Bah, ça, c'est pas possible. Donc, ce qu'on s'est dit, on va introduire un NAT. Et un NAT, on va voir que ça consiste à faire quoi? Ça consiste à pouvoir réutiliser une même IP simultanément par plusieurs machines. Je répète, un NAT, ça va permettre l'utilisation d'une même IP utilisée simultanément par plusieurs machines en parallèle. C'est miraculeux, non? Vous voyez? Donc, c'est ça le but du NAT. Bon. Donc, tout ça, comme vous le voyez, il faut que ça tourne quelque part. Et on a dit que ça, ce sont les serveurs. Eh bien, chez vous, c'est quoi qui exécute ces deux protocoles? Qui les exécute chez vous? C'est votre box. D'accord? Donc, en anglais, ça s'appelle des middle box. Pourquoi? Parce qu'elles sont au milieu dans le réseau. D'accord? Donc, on a besoin de ces box parce qu'il faut que chez vous, quelqu'un fasse du NAT, quelqu'un fasse du DHCP. Ah ben maintenant, lorsqu'on vous donne, votre opérateur vous donne cette boîte, elle est censée faire NAT, serveur DHCP, plus d'autres choses. Alors, par exemple, ce qu'on peut faire aussi dans les entreprises, là, c'est au-delà des box que vous avez à domicile, ça peut être aussi des IDS. IDS, c'est alors en anglais, c'est quoi déjà? Non, c'est Intrusion Detection Systems. C'est systèmes. Ok, David, je reviens dessus. Donc, les IDS, c'est quoi? C'est les systèmes de détection d'intrusion. Donc, ça veut dire quoi? C'est que vous savez que les réseaux d'entreprise sont attaqués en permanence. D'accord? Et donc, on peut utiliser ce genre de système, d'accord, pour détecter si oui ou non des paquets peuvent être malveillants. C'est-à-dire que j'observe les trafics émanant de certaines machines. Et si je me rends compte qu'une machine se comporte bizarrement, en faisant des scans, en envoyant beaucoup de paquets à la fois, les IDS sont censés pouvoir détecter ce genre de comportement. Donc ça aussi, c'est une boîte que vous mettez à l'entrée de votre réseau. Mais ça, c'est plus dans les entreprises. Ensuite, vous avez tous entendu parler de firewall et vos box font aussi firewall. Sauf que les firewalls sont censés être configurés statiquement avec des règles qui bloquent certains paquets. Eh bien, les IDS peuvent également, grosso modo, alimenter des règles au niveau de votre firewall. Donc, c'est-à-dire que si vous détectez une machine qui fait des choses un peu bizarres, vous pouvez la flaguer et la mettre dans le firewall pour bloquer ces attaques. Vous comprenez la nécessité de ces deux équipements lorsqu'on fait de la sécurisation? C'est bon pour tout le monde? Donc, IDS, je détecte les comportements anormaux, les machines qui envoient trop de paquets, qui font des scans ou des choses pareilles. Et le firewall, c'est ce qui va permettre de les bloquer. En plus de ça, je ne l'ai pas mis ici, d'accord, mais on fait aussi maintenant dans les entreprises ce qu'on appelle du DPI.
DPI, ça veut dire Deep Packet Inspection. Ça veut dire qu'on va également, les firewalls vont pas uniquement regarder. Ouais, c'est le résultat de ça, Shaiman. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'ici, avec l'inspection des paquets, non seulement on regarde l'entête, mais également le contenu des paquets. Donc, normalement, un IDS et un firewall, ça regarde seulement les entêtes de vos paquets, en se basant sur les IP, sur les numéros de port et choses pareilles. Maintenant, même, ce qu'on propose, vu les capacités matérielles que l'on a, c'est d'aller inspecter également le contenu des paquets et donc les applications. Donc, on peut faire ça en faisant du DPI. D'accord? Donc, tout ça, c'est un équipement qui va faire l'entrée de votre réseau. OK. Et ce qu'on a d'autre, on a aussi ce qu'on appelle les traffic shapers en anglais, ça veut dire les régulateurs de trafic, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est par exemple dans mon entreprise, si je vois qu'il y a quelqu'un qui fait du streaming alors qu'il n'est pas censé faire du streaming au boulot et qui consomme toute la bande passante, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allouer la bande passante de manière dynamique de façon à limiter le gaspillage de bande passante par certaines applications qui ne sont pas censées en consommer autant. C'est-à-dire qu'ici, je vais vraiment faire de la comptabilisation et compter les paquets qui passent selon les applications et je vais faire une allocation en disant, bon, bah, pour la voix, il faut tant de bandes passantes. Pour les données que je télécharge, il y en a tant, etc. Donc, je vais shaper, réguler le trafic de façon à ce qu'une application ne consomme pas toute la bande passante de l'entreprise. D'accord? Donc ça aussi, c'est des choses qu'on fait au travers de l'installation d'un boîtier qui va donc répertorier les flots de paquets pour savoir quelles sont les applications et selon le type d'application, ne leur allouer qu'une bande passante minimum. D'accord? Et en plus de tout ça, bien sûr, on a tout ce qui est caching. C'est-à-dire, par exemple, quand je fais du web, bah, les entreprises, comme l'université, d'accord, peuvent mettre en place un cache de façon à ce qu'il y ait moins de requêtes HTTP et donc moins de téléchargement de l'extérieur, ce qui consomme beaucoup de bande passante. D'accord? Donc, les deux ont un but assez similaire finalement. Dans un cas, je limite le trafic en réglant grâce au cache tout le contenu que je peux récupérer en local. Et le shaping, c'est bon, bah, s'il faut quand même télécharger des choses qui ne sont pas dans les caches, bah, le téléchargement ne va pas consommer toute la bande passante. D'accord? Mais voilà. Donc, vous voyez, donc ça, c'est la réalité d'Internet. D'accord? Donc, on ne modifie pas IP, on ne modifie pas les protocoles en place, on rajoute des boîtes supplémentaires, des serveurs, ok, avec des protocoles qui permettent donc de faire des choses un peu plus évoluées que le protocole IP de base. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que je parle de l'Internet en pratique? Tout le monde a compris le besoin de chacune de ces boîtes ici que j'ai rajouté. C'est bon pour tout le monde? Alors, je vois pas beaucoup de pouces. Donc là, je pense que je vous ai perdu là. Il y a Aurélien qui Dan, Manon, très bien, Mathis, Amira aussi, Youssef, Léo, Paul, très bien. Donc voilà. Donc c'est juste pour vous donner un éventail de ce que fait l'Internet aujourd'hui. D'accord? On fait pas que de l'IP. D'accord? Il y a beaucoup d'autres choses qui sont faites en plus et qui sont faites en plus parce qu'on n'a pas voulu modifier l'IP. D'accord? Donc ces évolutions sont apparues au travers donc tout ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle le domaine des middle box. D'accord? Qui sont au niveau du domicile au travers de votre boîte internet ou au niveau de l'entreprise qui achète des équipements, hein, voilà, clé en main et qu'on installe. Aujourd'hui, nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc bien évidemment de rester un peu plus proche de chez vous, hein, et de parler plus particulièrement des notes. D'accord? Mais en tout cas, toutes ces box, comme j'ai expliqué, ce sont des équipements que j'interpose, d'accord, entre votre machine et le réseau, d'accord, qui fonctionnent généralement à votre insu, d'accord. Vous ne savez même pas que cette box est là et qu'est-ce qu'elle fait. Donc c'est transparent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu modifier les machines, ça aurait été trop coûteux, ou même les routeurs. Donc on a conçu ces box de façon à ce que ce soit totalement transparent. Donc tout ce qu'elles font, c'est qu'elles interceptent le trafic, bidouillent au milieu, sans trop que vous sachiez ce qui se passe. On est d'accord? Donc là, hein, je vous ai résumé ce qu'on a vu sur le transparent précédent, sachant qu'aujourd'hui, comme je le répète, on va parler du NAT, ok, qui est un équipement très sale, d'accord, et qui pose plein de problèmes, mais qu'on utilise très couramment. Ok? Allons-y. Donc le NAT, ça veut dire quoi? C'est Network Address Translation. Donc ça veut dire qu'ici, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la translation d'adresse. Donc qu'est-ce qu'on entend par ça? Bon, déjà, la motivation pour les NAT est liée au fait que déjà, dès le début des années 90, on savait qu'on avait un problème. On savait que sous peu, d'accord, même pas un an, hein, on sa... c'est quoi utiliser d'un NAT? C'est le but du cours là. Donc, tu peux attendre quelques transparents, Mohamed?
Mohamed, c'est bon pour toi si je parle du NAT maintenant parce que c'est ce que je suis en train de faire là. Ok, bon, peu importe. Donc, on s'est rendu compte que les adresses IPv4 n'étaient plus suffisantes vu la taille de l'Internet. Et donc, dès ces années-là, on a commencé à travailler sur le successeur d'IP. Donc, on s'est bien rendu compte que les adresses IPv4 n'étaient pas suffisantes et qu'il a fallu trouver une solution. Et la première solution, bien évidemment, ça a été de concevoir un nouveau protocole, qui est le protocole IPv6. D'accord ? Et le protocole IPv6, d'après vous, est-ce qu'il était disponible avant 2000 ou après 2000 ? Alors, s'il était disponible avant 2000, mettez un pouce. Si c'était après 2000, applaudissez. Donc, d'après vous, IPv6 a été disponible quand ? Après 2000 ou avant ? Si c'est avant, mettez un pouce. Après, applaudissez. Ah bah ouais, bien avant 2000. Hein. Bien avant 2000, il a été disponible. Et pourtant, il a eu du mal à s'imposer. Et même aujourd'hui, en 2020, IPv6 ne s'est pas imposé. Les raisons, on les verra. Mais en tout cas, donc, on avait IPv4, IPv6. Donc, IPv6, c'est la solution. Et pourtant, le temps qu'on ponde IPv6, les quelques années qui ont été nécessaires pour pondre IPv6, on a proposé une solution intermédiaire. Et la solution intermédiaire, c'est NAT, en conjonction avec le DHCP, bien évidemment, mais principalement, c'est le NAT. Et comme on le dit, le NAT, si on n'a pas assez d'adresses IP, qu'est-ce qu'on va faire ? Une même IP va être utilisée par plusieurs machines. Mais contrairement au DHCP, où, comme on l'a vu, l'IP est utilisée à tour de rôle, le NAT va autoriser à ce que une IP puisse être utilisée par plusieurs machines simultanément. Donc, je répète, le DHCP, Boubou, je suis d'accord. DHCP, à nouveau, c'est quoi ? C'est un protocole qui permet d'allouer une IP qui, à tour de rôle, peut être utilisée par plusieurs machines. Le NAT, c'est une même IP que plusieurs machines peuvent utiliser simultanément. Tout le monde l'a noté ? Très bien. Donc, comment on fait ça ? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que… Alors, bon, là, je suis désolé, je continue le suspense. J'arriverai tout à l'heure, mais je fais ça comment ? Je fais ça en utilisant ce qu'on appelle des adresses privées. Donc, je vais distinguer deux types d'adresses. Je vais avoir l'adresse IP publique, celle que je vais réutiliser pour plusieurs machines, celle qui est allouée par mon fournisseur d'Internet, comme Free par exemple. Donc, Free me donne une IP. D'accord ? C'est mon IP public. Les entreprises peuvent en avoir plusieurs. Très bien. Et donc, ce que va faire le NAT, c'est qu'il va utiliser cette adresse IP pour lui. Donc, il va s'identifier au travers de cette adresse publique. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous n'avez plus d'adresse IP publique disponible pour vos machines en local. C'est volontaire. Parce qu'en local, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas utiliser cette adresse IP publique, mais on va utiliser une adresse IP privée. D'accord ? Et que ce qu'on va faire, eh bien, en permanence, lorsque je suis en interne et que j'ai une adresse privée, je vais la transformer en adresse publique. C'est-à-dire qu'ici, je vais remplacer l'adresse privée par une adresse publique. Donc, quand le paquet passe du interne à l'extérieur, je remplace l'adresse. Et quand je reviens en arrière, je fais l'opération inverse. D'accord ? Donc, je remplace l'adresse source par l'adresse publique. Et lorsque je fais rentrer un paquet de l'extérieur, je le remplace par une adresse privée. D'accord ? Donc, pour faire ce genre de choses, bien sûr, il faut maintenir des états. C'est-à-dire, il faut savoir, OK, très bien, quelle adresse privée j'ai remplacée pour que, quand je reçois la réponse, je remette l'adresse IP privée correcte. Et ça, c'est le but du NAT. Donc, si on regarde sur un schéma, donc ici, on va généralement se donner cette adresse IP privée. Par convention, on va considérer que c'est une adresse en 10.0. Il y en a d'autres, mais utilisons la 10.0. Donc, on l'a dit, le but du NAT, c'est de trifouiller dans l'entête IP et de modifier l'adresse source des paquets sortants et de modifier l'adresse destination des paquets entrants. D'accord ? Donc, une fois qu'on a ça, comme on a trifouillé dans les entêtes, il va falloir qu'on modifie d'autres informations telles que le checksum dans l'entête des paquets. Donc, n'oubliez pas, donc du coup, le NAT fait plus que cela.
non seulement il modifie les adresses IP, mais également d'autres informations qui en dépendent dans mon entête IP, telles que le checksum. Si je modifie une valeur de l'entête, il faut modifier le checksum. D'accord? Donc, regardons un schéma. Donc, attention, ici, c'est mon réseau privé ici. C'est chez moi, quoi. Et comme vous le voyez, toutes mes machines ont des adresses IP privées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne de l'extérieur ne les connaît, donc tout ça, c'est transparent. Personne ne les voit, ces IP, personne ne les connaît. C'est purement pour mon utilisation personnelle. Donc, je peux communiquer ici en local, pas de problème. D'accord? Je peux utiliser ces IP pour communiquer en local, sans problème. Je peux aussi communiquer avec mon routeur, mais aucune de ces IP ne peut sortir vers l'extérieur. Ça, c'est non autorisé. Est-ce qu'on est d'accord pour l'adressage privé? C'est bon, mettez-moi un petit pouce parce que c'est important. Là, c'est l'Internet public. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez qu'ici, j'ai une IP qui est mon IP publique, celle qui m'a été allouée par Free. D'accord? Free, généralement, vous en donne qu'une. Hein. Pour ce que vous payez par mois, pour une trentaine d'euros, je ne sais pas combien c'est un abonnement typique, entre 20 et 30 euros, tout ce que votre fournisseur d'accès vous donne, c'est une adresse IP. Et c'est pour ça que vous le payez. Hein. Vous payez par mois 30 euros pour avoir une adresse IP. Comme lorsque vous payez votre abonnement téléphonique, c'est pour avoir une SIM card avec votre numéro de téléphone. Donc l'IP, vous voyez, c'est quelque chose de payant. Vous louez une IP pour la durée de votre abonnement. Tout le monde comprend que l'IP, ça se monnaie, quoi. Ça coûte de l'argent. C'est ce qu'on vous facture. D'accord? C'est vraiment comme une carte SIM. Hein. La carte SIM en elle-même, c'est parce qu'il coûte de l'argent par mois. C'est le numéro de téléphone qu'on vous a donné et que personne d'autre ne peut utiliser. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Donc là, ça veut dire que de l'extérieur, tout le monde vous voit. La seule IP qui est visible du reste du monde, c'est cette fameuse adresse IP publique. Pourtant, vous allez me dire, oui, mais attention, ça veut dire que lorsque j'envoie un paquet, c'est la box qui la reçoit. Bah ouais, c'est comme ça. Mais Dieu merci, généralement, chez vous, la plupart, un utilisateur lambda est client. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de serveur sur votre réseau. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de serveur, est-ce que des gens cherchent à se connecter vers vos machines? Dans toutes les applications que vous utilisez, traditionnelles, hein, du genre web et autres, est-ce que quelqu'un peut se connecter de l'extérieur vers vous? Parce qu'il y a une application qui nécessite. Non. A priori, non. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que toute communication qui provient d'une de vos machines sont des communications dont vous êtes l'instigateur. Pourquoi? Parce que vous êtes client. Donc, en tant que client, vous cherchez à obtenir un service. Pour obtenir ce service, vous faites quoi? Vous envoyez votre paquet vers l'extérieur. Mais à nouveau, lorsque vous envoyez votre paquet, vous utilisez quoi comme adresse ici? C'est l'adresse privée. Et donc là, j'ai mis l'IP d'un serveur. D'accord? La 128.119, c'est un serveur. Et là, ce que j'ai précisé, ce sont les numéros de port. Alors, on n'en a pas parlé, mais ce n'est pas très grave. On l'a déjà dit, le port d'un serveur est prédéterminé par convention. Si c'est HTTP, c'est 80. Et dans le cas du client, je choisis une valeur aléatoire, supérieure à 10 023. C'est comme ça. Donc, je répète, pour les numéros de port qui sont utilisés par TCP, le numéro de port du serveur est prédéterminé par le type d'application. Si le serveur est un serveur web, c'est le port 80 que vous utilisez. De votre côté, en tant que client, vous utilisez une valeur aléatoire. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Vous mettez un pouce, parce que sans ça, on ne va pas comprendre la suite. D'accord? Donc, c'est le numéro de port, c'est quelque chose de local, aléatoire pour le client, prédéterminé pour le serveur. Très bien. Et comme on l'a dit, personne n'a le droit de sortir un paquet en s'identifiant au travers de son adresse privée. Donc, du coup, que va faire le NAT? Très simple. Il va modifier l'entête du paquet et va remplacer l'adresse privée par une adresse publique. Donc, c'est-à-dire que maintenant, si je regarde le paquet une fois qu'il est sorti, vous voyez que la source est qui? La source, c'est l'adresse IP de qui? C'est l'adresse IP publique de votre réseau. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ce qui fait que lorsque je reçois la réponse,
et là je crois que c'est le 3, voilà, lorsque je reçois la réponse, l'adresse destination est toujours celle de votre adresse IP publique, sauf que l'adresse IP publique, c'est celle du NAT, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à la table du NAT, je vais voir que, oh, il faut que je remplace l'adresse publique par cette adresse privée, de façon à ce que la machine reçoive la réponse. Est-ce que vous avez compris comment ça marche? Donc, il y a une réécriture des adresses qui est faite par le NAT. Donc, lorsque ça sort, je réécris l'adresse source. Lorsque ça rentre, je réécris l'adresse destination. Et cette réécriture est possible grâce aux états que j'ai dans ma table. Est-ce qu'on est d'accord, jeunes gens? Ils changent l'antenne. Tout à fait. Alors, bien évidemment, pour ceux qui ont l'œil aiguisé, vous allez me dire, mais on a un problème ici. Et c'est quoi le problème? Si on regarde maintenant la figure en entier, le problème que l'on a, c'est que, typiquement, ce qui va se passer, et j'espère que j'ai un transparent, et je vais vérifier si j'ai un transparent, le problème qui va se poser maintenant est le suivant. Bon, quelqu'un peut me chatter le problème qui peut se poser éventuellement, comme on a un peu de temps. Est-ce que quelqu'un arrive à voir le problème que l'on a si on fonctionne juste de cette façon-là? Ben, c'est grâce à la table, Candice. Alors oui, cette différenciation est nécessaire s'il y a plusieurs machines qui envoient. Donc regardez, j'ai une première machine qui envoie. D'accord? Dès lors, je crée une entrée. Mais l'entrée, ben, vous voyez que typiquement, je vais avoir deux entrées, une pour la machine 1 et une pour la machine 3. Maintenant, je reçois les réponses et maintenant j'ai un problème. Pourquoi? Parce que typiquement, j'ai la même adresse IP publique en destination et dans ma table, j'ai deux choix. Comment je fais pour savoir quelle est l'entrée qui correspond à chaque paquet? Est-ce que vous voyez le problème? C'est que là, on a un problème qui est lié au fait que si j'ai deux machines qui communiquent simultanément, j'ai deux entrées. Une seule clé dans ma table me permet de connaître les adresses privées, sauf que j'ai deux entrées identiques, donc je ne sais pas à qui revient le paquet que j'ai envoyé, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde le voit, le problème lié à cette table? S'il y a deux machines qui communiquent parallèlement, j'ai un problème. Vous inquiétez pas, les gens des NAT, ils sont super malins, hein. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Exactement, Myriam. Alors, l'adresse MAC, alors pourquoi pas? C'est une bonne question ça. Pourquoi pas l'adresse MAC? Ouais, ouais, c'est une question, j'essaie d'y réfléchir. Mais en tout cas, ce qu'ils ont fait, c'est ils se sont dit, tiens, regarde là ce qu'on avait. On avait le numéro de port. Est-ce que le numéro de port est important? On a dit que côté client, on choisit comment le numéro de port, s'il vous plaît? Exactement, oui, Cham, c'est exactement ça. Mais côté client, comme on a dit, aléatoirement. Donc, ça veut dire que si je change la valeur du port, est-ce que ça pose un problème? Si c'est aléatoire, si la valeur n'a aucun sens, est-ce que je peux la réutiliser pour la réécrire? Exactement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les petits malins? Ils se sont dit, bon, le numéro de port vous intéresse pas? C'est aléatoire? Ben, moi, je vais lui donner une valeur particulière. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on l'a vu, hein, donc si deux machines cherchent à communiquer, dans ce cas-là, on a un problème, puisqu'on ne peut pas savoir à qui envoyer le paquet. Donc là, je vous détaille juste de manière verbale, d'accord, textuelle, ce que l'on vient d'identifier comme problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Ce qu'on va faire, c'est que lorsque j'ai un paquet qui sort, eh bien, on va créer un état, et sauf que cette fois-ci, dans cet état-là, on va faire quoi? On va modifier le numéro de port, non seulement l'adresse IP, mais également le numéro de port. Et je vais lui donner une valeur que le NAT sait être unique. Ce qui fait qu'à présent, lorsque je reçois ma réponse, je ne vais pas seulement me baser sur l'adresse IP, mais également sur le numéro de port. Et donc maintenant, le numéro de port me permet de savoir quelles sont les informations dans ma table que je vais utiliser. Donc, ce qui veut dire que si maintenant
j'ai une deuxième machine. Alors, je ne sais pas si j'ai le schéma. Non, je ne l'ai pas. Oh mon Dieu, ben, c'est pas grave, on peut le faire manuellement ensemble. Donc, si maintenant, alors regardez, donc j'ai un premier paquet qui a créé cette entrée ici. Très bien. Donc, imaginez que maintenant, on ait un deuxième paquet qui soit envoyé par ce gars-là. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme entrée? Aidez-moi. Donc, sur la gauche, je vais avoir quoi comme IP? Sur la droite, pardon. Sur la droite, je vais mettre quoi? 10.0.0.0. Aidez-moi là. Si c'est cette machine. Point 3. Très bien. Le numéro de port, on peut même le prendre identique. Hein. Comme par hasard, il va choisir le même numéro de port. C'est vraiment manque de chance, mais je vais mettre le même numéro de port. Ça vous dérange pas? Ça change rien, hein, qu'il soit différent ou pas. Et qu'est-ce que je vais mettre ici dans la colonne de droite, s'il vous plaît? Quel est l'IP que je vais mettre? Dans la colonne de droite, pour ce deuxième paquet, je vais mettre quoi? Alors, déjà l'IP. Déjà l'IP, s'il vous plaît. OK, la même IP. Et en numéro de port, je vais mettre le suivant. Il doit être unique, donc je choisis le suivant. Donc, ce qui veut dire que maintenant, quand je reçois la première réponse, grâce à 5001, je sais laquelle est-elle. Quand je reçois la deuxième réponse, je regarde quoi? Je regarde le port 5002. Est-ce qu'on est d'accord? Vous voyez? Donc, voilà ce qu'ils ont fait. Ah bah là, Shams, il faut que tu reviennes en arrière. On a dit que l'adresse IP ne suffit pas. Donc, on a rajouté un autre identifiant puisque l'IP ne suffit pas. Donc, on a pris les ports. Donc, ce qui veut dire que maintenant, lorsque je regarde mon en-tête, non seulement je change l'en-tête IP, mais je change quelle autre en-tête maintenant? L'en-tête TCP. Donc, je fais deux en-têtes que je change. Ben parce que le numéro de port, il peut être identique. Là, tu vois, là, si tu utilises le même, on a utilisé le même numéro de port. Donc, pour être sûr que tu puisses les identifier, on le met différent, Shams. Tu vois, si tu réutilises le même, on retombe sur le même problème. Donc, tout le monde a compris maintenant que ce que fait un NAT, sauf que je vous rappelle, on l'a vu en introduction de ce cours, un routeur, est-ce qu'un routeur est censé regarder à l'intérieur d'un paquet? Est-ce que à l'intérieur du réseau, quelqu'un peut s'amuser à trifouiller dans votre paquet? Eh ben non. Sauf que les gens du NAT, ils vous ont dit, ben voilà, il faut aller s'amuser avec les bits à l'intérieur d'un paquet, ce qui est ultra sale. Et c'est sale pourquoi? Parce que ça a des effets de bord. Et notamment l'effet de bord, c'est quoi? C'est que si vous êtes chez vous et que vous changez votre IP à votre insu, ça veut dire que typiquement, si vous regardez votre machine, votre IP est la suivante. À vrai dire, l'IP, c'est celle-ci. Donc, là, il y a un problème. Hein. Bon, pour voir si vous avez compris, je peux vous poser des questions un peu compliquées. Est-ce que je peux vous poser des questions un tout petit peu compliquées, s'il vous plaît? Ou vous n'avez pas envie? Dites-moi. Alors, Loan est partant. Mohamed aussi, Myriam aussi. Bon, très bien, allons-y. Donc, ma question est la suivante. Alors, réfléchissez bien, je vais vous donner quelques minutes. Est-ce que si ça, c'est le nombre de machines ici que j'ai sur mon réseau, N est le nombre de machines. Est-ce que j'ai une limite sur le nombre de machines ou pas? Est-ce que le fait d'avoir un N, un NAT, me fixe un N max? Est-ce que vous arrivez à voir? Est-ce qu'il y a un max ou ça n'a pas de limite? Il n'y a pas de limite. Ouais, Amine. Donc, ça veut dire que si je vous dis qu'un port est codé sur 16 bits, ça veut dire que je ne peux avoir que combien de machines au maximum listées dans ma table? Je peux en avoir combien au maximum? Yes, 2 puissance 16. Alors, environ 2 puissance 16. Donc, tout le monde a vu que, vous vous rappelez qu'on a dit qu'un réseau, normalement, est censé être scalable. Je ne peux pas imposer de limite. Si je conçois quelque chose de propre, ça doit fonctionner pour 10, 20, 40, 1 million de machines. Et là, à cause du NAT, parce qu'il utilise le numéro de port, on vous dit quoi? Que là, attention, ça marche plus si tu as plus de, 60 000 machines. Amine, c'est les valeurs justes que tu as données. Donc, vous comprenez pourquoi là aussi, on a un autre problème. Vous comprenez? Parce que tout le monde le voit que ça crée des problèmes qui sont liés à ces choix qui ont été faits. OK? Je peux passer à une deuxième question?
ou vous cherchez encore à processer la première réponse? C'est bon, je peux passer à la suivante? Ok, ma question suivante est la suivante. Ouais, bon, forcément, si c'est la suivante, peu importe. Mon autre question est une chose dont on n'a pas parlé encore, c'est le TTL. Pourquoi j'ai besoin du TTL? J'ai besoin de deux raisons. Généralement, vous vous rappelez que c'est pour limiter la durée de vie. Pourquoi est-ce que… Oui, Dan, ça va, mais pourquoi ça te va? Moi, ça ne me va pas, Dan. Tu dis 60 000, ça va. Ah bon? Pourquoi tu dis que ça va? L'Internet, c'est des millions de machines. Et 60 000, ça te paraît une bonne valeur? Dan, il nous dit que 60 000, ça lui convient. Bah, pas moi. Non, ouais, pour une adresse publique. Tu as de l'argent, toi? T'en as combien chez toi des adresses? Tu sais combien ça coûte d'acheter une adresse? C'est hyper cher, hein? Dan, tu sais, c'est pour ça que tu peux pas faire par exemple, c'est pour ça que tu peux pas faire du zoom à la PPTI parce qu'ils disent 1 gigabit pour tout le monde, ça va. Ah ouais, mais si tu as 100 personnes qui font du zoom, ça marche plus. Voilà, donc il faut pas mettre des limites comme ça. C'est complètement arbitraire, là, ce que tu nous dis, Dan. Faire attention. Non, non, 60 000, c'est pas assez. Ça peut ne pas être assez, donc voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on a vu qu'il y a un TTL ici. Donc, les raisons pour lesquelles on utilise des TTL, on les rappelle. Je veux que la table soit petite. Parce que plus elle est longue, plus il faut du temps pour trouver une entrée. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que le TTL permet de réduire la taille de la table? Est-ce que vous êtes OK avec ça? OK. Bien évidemment, comme on a dit, lorsque vous concevez un système pareil, il faut que vous me donniez quelle est la bonne valeur pour le TTL d'après vous. Est-ce qu'il existe une valeur miracle ici? Pendant combien de temps est-ce qu'il faut que je garde une entrée pour qu'elle soit utile? Est-ce que vous pouvez me donner une valeur? Est-ce que vous pouvez la quantifier, cette valeur? Boubou, c'est quoi transmission? Ah oui, Hainam, 6 heures. Ah, ok. Bon, 6 heures, très bien. Je penserais plutôt aux 5 heures et 59 minutes, je pense que c'est bien. Antoine me dit une minute, une journée. Bon, très bien, ouais, ok. Et vous vous basez sur quoi pour me donner ces valeurs? Non, non, mais une entrée, c'est une machine. Hein. Une entrée, c'est une machine. Donc, grosso modo, j'envoie un paquet, je vais recevoir des réponses. Est-ce que je peux savoir combien de réponses je vais recevoir là? Est-ce que je peux savoir ça à l'avance? Par exemple, je télécharge un fichier. Est-ce que je peux connaître la taille du fichier à l'avance? Pas vraiment, hein. Généralement, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que cette entrée doit rester assez longue pour la durée d'une session. Est-ce que le NAT, lui, il peut savoir ça, quelle est la bonne durée? D'une fin de transmission. Je ne sais même pas ce que c'est qu'une transmission. Donc, on parle de transmission, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, est-ce que vous avez compris que pour un message sortant, je vais recevoir des réponses? Et que, a priori, pour que les réponses puissent être reçues, il faut que j'ai l'entrée suffisamment longue. Non, exactement, Aurélien, on ne peut pas savoir. Mais rien, vous avez raison. Donc, on va mettre des valeurs qui sont complètement arbitraires. Donc là aussi, vous voyez que c'est à la limite parce qu'il n'y a pas de valeur prédéterminée qui fait que ça justifie. Ben oui, mais rien, on ne peut pas savoir. Donc, ça veut dire qu'ici, on met des valeurs totalement arbitraires qui ne font aucun sens. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, si ça disparaît, les paquets sont perdus. Et vous, est-ce que vous savez pourquoi vous perdez les paquets? Vous voyez ce que je veux dire? Si à un moment donné, l'entrée disparaît à cause du TTL et que du coup, vos paquets sont filtrés. Hein, parce que s'il n'y a pas d'entrée, les paquets, il en fait quoi le NAT? S'il n'y a pas d'entrée dans la table, qu'est-ce que j'en fais des paquets? Je les tue. D'accord? Et donc, vous, est-ce que vous savez pourquoi vous perdez les paquets? Est-ce que vous pouvez le savoir? Non. Donc, vous voyez, donc c'est ça, introduire une middle box qui est transparente, mais qui implémente les choses de manière pas forcément très carrée, ça fait que ça crée des effets de bord qui sont assez sérieux. D'accord? Bon, peu importe, c'était juste pour vous montrer ça. Alors, continuons. Donc, bon, peu importe l'animation, elle ne sert plus à rien puisqu'on l'a faite ensemble. Donc, très bien. Donc, gestion des tables de translation. À nouveau, on va créer à présent des tables avec les adresses plus les numéros de port, d'accord, pour la source et la destination. Et que le numéro de port est également translaté et qu'aujourd'hui, c'est ce qui permet donc dans les tables de chercher une entrée. D'accord? La valeur qui me permet de connaître l'entrée, c'est le port. Et donc, c'est ça qui forme la clé qui permet de faire une recherche dans la table.
Donc, pour supprimer les entrées, ben, on utilise un TTL pour garder la table petite, d'accord? Et en plus, libérer les numéros de port pour que quelqu'un puisse les utiliser plus tard. Donc, si vous bloquez les numéros de port, c'est qu'il y a des gens qui vont pas pouvoir sortir. Et au bout d'un moment, si vous accumulez les états, ben, 60 000, ça va assez vite, hein. Quand vous comptez le nombre de paquets qui sortent, ben, 60 000 paquets, c'est pas beaucoup. On est d'accord? Donc, ça veut dire que vous allez épuiser le numéro de port et dans ce cas-là, plus personne ne pourra communiquer. Donc, il y a aussi ce problème. Donc, ici, je crée un état souple, sauf que cet état mou ici, ben, il est difficile à quantifier. D'accord? Donc, aujourd'hui, le NAT a beaucoup de critiques, d'accord? Même si vous l'utilisez tous les jours chez vous, à la fac aussi, hein, à la PPTI, vous n'avez pas des adresses IP publiques, c'est parce qu'il y a un NAT derrière. Et grosso modo, on a fait quoi? Le numéro de port n'est pas censé identifier une machine, pourtant, c'est ce que fait le NAT. Le NAT dans une table, le numéro de port, pour lui, c'est une machine. Alors qu'un numéro de port, c'est pas censé être ça. On le verra lorsqu'on fera TCP. Donc, d'autre part, le NAT bloque automatiquement les entrées, les paquets entrants si jamais la table ne contient pas d'entrée. Donc, s'il n'y a pas une entrée correspondante dans votre table, le paquet sera bloqué. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous voulez mettre un serveur sur votre réseau, vous n'avez pas le droit. Oui, Lohan, mais ça apporte rien de faire ça. Ensuite, le NAT est en porte-à-faux par rapport au principe de bout en bout et je vous invite à regarder le cours d'introduction là-dessus. Et le principe de bout en bout, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas censé modifier l'entête ni le contenu des paquets. Je ne suis pas censé regarder le contenu des paquets dans le réseau ni modifier les entêtes. Pourtant, le NAT fait les deux. Le NAT modifie l'entête IP, d'accord? Et plus, à l'intérieur, il faut que j'aille regarder à l'intérieur et modifier le numéro de port. Donc le NAT, comme vous voyez, c'est une ignominie, sachant que l'Internet a été conçu selon le principe de bout en bout. D'accord? L'entête ne change pas, on ne regarde pas le contenu des paquets. Et pourtant, le NAT fait tout le contraire. D'autre part, qu'est-ce qu'on a? On a le fait que normalement IP est en mode non connecté, c'est-à-dire n'est pas censé installer d'état. Vous avez vu que tout ce que fait IP, il le fait sans avoir de valeur précise par paquet. Pourtant, le NAT rajoute des états dans le réseau et est obligé de le gérer. Certes, on a un TTL, mais ça ne permet pas une gestion claire et nette de comment gérer les états que je crée dans les tables. Donc ça, c'est un nouveau problème. Donc, vous voyez que tous ces problèmes, donc gestion des états, principe de bout en bout, modifier les entêtes plus les données, c'est pas bon. Bloquer les données, les connexions entrantes, pourquoi? Alors que j'ai le droit d'avoir un serveur, hein. Qui va me l'interdire? Ben, le NAT l'interdit, donc ça veut dire que c'est pas possible. Et d'autre part, je modifie la signification d'un port. Vous voyez que ça fait un peu beaucoup quand même, n'est-ce pas? Ouais. Non, il n'y a pas de solution, mais rien. D'accord? Donc exactement, c'est du rafistolage, mais à la base, à nouveau, le NAT avait été proposé comme une solution à moyen terme, jusqu'à ce que IPv6 soit déployé. Ben, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que ben, on utilise toujours le NAT, même si on est en 2020, et que ça fait déjà 20 ans qu'on sait qu'il y a un problème, ça fait 20 ans qu'il y a IPv6, on l'utilise toujours. Donc aujourd'hui, on le trouve au niveau de vos box Internet qui font gateway, DHCP, NAT, firewall, Wi-Fi, d'accord? Donc, vous voyez que vos box sont relativement, d'accord, complexes, d'accord, et elles gèrent beaucoup de choses, ce qui fait qu'il y a des buggés quand il y a un problème, ben, pour l'utilisateur lambda, c'est pas simple à comprendre. Est-ce que c'est mon DHCP, mon NAT, mon Wi-Fi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, ça rend les choses très complexes, mais on en a besoin. C'est votre box qui utilise la seule adresse IP que votre fournisseur vous donne, d'accord, tout en masquant le reste du réseau. On ne voit pas l'extérieur. Donc, il y a des gens qui vous disent, ouais, mais ça permet d'ajuster de la protection. Oui, ça protège, mais à la fois, ça vous empêche d'avoir un serveur. Donc, est-ce que la sécurité est d'autant plus intéressante? On va voir que c'est pas forcément ça. Il n'y a pas que chez vous. Les universités aussi le font. Regardez à PPTI, vous avez des adresses privées, d'accord? Donc, ça ajoute certainement un peu de sécurité, quelque part, puisque vous ne pouvez pas utiliser un serveur en local, d'accord? Donc, le NAT est généralement situé à la jonction avec l'Internet, donc c'est au niveau de votre gateway. Et à nouveau, hein, même si on a plusieurs adresses IP publiques, ben, généralement on utilise un NAT parce qu'il n'y en a certainement pas assez.
Donc, du coup, plutôt que de gérer et de bloquer les machines, on va utiliser une même IP pour plusieurs machines grâce au numéro de port. Et d'autre part, ce qu'on vous dit aussi, c'est que typiquement, sachant qu'on a les adresses privées, si votre adresse IP publique change, les adresses privées, elles restent les mêmes. Donc, ça facilite la migration d'un ISP à un autre. Donc, disons qu'aujourd'hui, vous êtes chez Free, vous allez chez Orange demain. Du fait que vos machines utilisent des adresses IP privées, ben, cela ne va pas changer la numérotation de votre réseau. Donc, quelque part, c'est plus positif. Donc, ça, c'est ce qui vous file pour vous dire que soyez content avec le NAT. Mais a priori, la solution, c'est IPv6, mais qui tarde à s'imposer. Et donc, pourquoi? Ben, ça, vous verrez ça en master réseau, si vous avez envie de le savoir, parce que là, il faudrait commencer un tout autre chapitre. D'accord? Et donc, voilà. Donc, effectivement, il y aurait ce problème. Je voulais juste revenir, puisqu'on a un peu le temps, sur un problème qui est le suivant. Donc, les gens nous disent que le NAT permet de protéger contre les attaques, parce que les attaques ne passent pas si ma table ne contient pas une entrée particulière. Est-ce que vous êtes d'accord que si votre TTL est très élevé et que de l'extérieur, je peux deviner une entrée qui est présente, est-ce que connaissant les informations contenues ici, est-ce que je peux faire dès lors des attaques si je réussis à deviner quel est le numéro de port qui est utilisé ici? Est-ce que je peux faire une attaque quitte si le TTL est très élevé? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que dire que le NAT, ça sécurise? Ouais, ça sécurise si votre TTL est parfait. Si maintenant vous mettez des valeurs très larges, eh bien, un attaquant de l'extérieur peut tout à fait scanner les numéros de port, c'est-à-dire envoyer plusieurs paquets en incrémentant les numéros de port pour savoir lequel passe. Et donc, ça veut dire que toute cette, comment dire, notion que c'est sécurisé, ça protège à condition que le TTL soit parfait. Sauf que, comme on l'a vu, il n'y a pas de valeur miracle. Et il suffit qu'à un instant donné, je puisse deviner qu'un numéro de port est en cours d'utilisation sur votre NAT pour faire une attaque très simple, sans trop de problèmes. D'accord? Ouais, c'est un peu ça. Ouais, tout à fait, Pierre. D'accord? Donc tout le monde comprend. Ensuite, bon, je vous ai un peu menti. Pourquoi? Parce que, est-ce que, d'après vous, derrière un NAT, est-ce que je peux quand même avoir un serveur ou pas? Est-ce qu'il y a une façon simple de mettre un serveur? Est-ce que quelqu'un arrive à voir comment installer un serveur? Est-ce que vous avez une solution? Ou est-ce que je peux faire, c'est au niveau de mon NAT, c'est créer une entrée fixe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que pour tous les paquets entrants avec le port 80, je reçois sur l'IP public, IP pub, le port 80, eh bien, ici, je vais mettre une IP privée, celle de mon serveur. Et donc, ce que je peux faire, c'est dire que toutes les requêtes que je reçois sur l'adresse publique 80, grâce à cette entrée ici, va être redirigée vers la machine ici. Donc, c'est possible. D'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Comment faire pour… donc, je crée une entrée statique. Je crée une entrée statique sur un port connu que les gens de l'extérieur utilisent pour se connecter. Donc, est-ce que par contre, je peux avoir deux serveurs web avec le même numéro de port? Est-ce que je peux en avoir deux? C'est plus possible. D'accord? Donc, bon, voilà, il y a quand même des limites. Donc, il y a des solutions, mais à nouveau, c'est installer un état statique, ce qui est super sale. Donc, on peut s'en sortir. D'accord? Donc, voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui au travers de ces deux exemples, d'accord, c'est de montrer les évolutions du réseau. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Internet évolue tous les jours. Ouais, c'est du port forwarding. Eric, tout à fait. Et aussi ce que m'a dit IPv5, non, on l'a sauté parce qu'on a mergé plusieurs versions pour IPv5. Et Nmap, c'est exactement ça, la fin. D'accord? Donc voilà, ou Samy, peu importe. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que l'Internet évolue, que ce soit au travers de sa taille, au travers de ses utilisations, au travers de ses limitations qui se font de plus en plus criantes, parce que la façon dont on a eu de concevoir dans les années 60 Internet, eh bien aujourd'hui, ben, on se rend compte qu'il y a des limites, qu'on a rajouté des blocs autour, les NAT, les DHCP, etc. Tout ça pour préserver IP, pour pas modifier IP, puisque modifier IP, ça veut dire changer tous les routeurs du monde, ça veut dire plusieurs centaines de millions de machines. On sait que c'est pas possible et qu'il faut que ce changement soit fait en un coup partout. Ça, on peut pas faire. Il n'y a pas un bouton où je fais mettre à jour, d'accord? Déjà, pour mettre à jour des machines Windows sur un réseau local, c'est toute une galère. Alors, imaginez mettre à jour toutes les couches IP, c'est plus possible. Donc, du coup, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait des adjonctions, d'accord? Bien ou mal, mais qui ont été nécessaires.
Là, dans le cas du NAT, tout ce qu'on voit, c'est que typiquement, on a préféré une solution intermédiaire qui dure dans la durée au lieu d'utiliser IPv6. Il y a des raisons à cela, hein, mais on les verra en master. Donc, en conclusion, une machine, c'est identifié par plusieurs identifiants. Le nom, l'adresse IP, l'adresse MAC. Du fait qu'on ait un nom, on est obligé d'avoir le DNS. Du fait d'avoir une adresse IP, on est obligé également d'avoir le DNS, mais également DHCP. Et du fait d'être obligé de gérer des adresses MAC, on est en plus obligé d'avoir ARP. Donc, c'est trois identifiants qui sont nécessaires. Et on l'a dit, le nom, parce que on n'est pas obligé de connaître les IP, d'accord? On n'est pas des machines. Les MAC, puisque ça fait du filtrage et que ça rend l'inondation moins coûteuse lorsqu'on veut communiquer avec une machine. Et le DHCP, parce que les IP sont dynamiques, font qu'on a tous ces protocoles qui ont été rajoutés, que la plupart, en tout cas, le DHCP et l'ARP utilisent l'inondation, qui est excessivement importante, donc l'adresse FFF, qui est une adresse miraculeuse et qu'on ne pourra pas faire sans, d'accord? Pour éviter les effets d'inondation, on utilise des états dont on a parlé. Et d'autre part, sachant que les IP aujourd'hui sont problématiques, on a introduit les NAT. Les NAT qui permettent, le DHCP, j'ai dit, c'est une même IP utilisée à tour de rôle par plusieurs. Et maintenant, vous avez vu que grâce au NAT, c'est une IP simultanément. Est-ce qu'on est d'accord avec cette définition? Maintenant, tout le monde arrive à voir pourquoi le DHCP, c'est à tour de rôle, le NAT, c'est simultanément. D'accord? C'était juste le pas ultime, mais cela se fait avec un prix. Puisqu'on interpose ce boîtier-là, on n'a pas voulu changer les machines, donc on le fait de manière transparente. Les machines ont une adresse privée sans même le savoir, donc elles ne savent même pas que leur IP, elle est bidon. Et que d'autre part, ben voilà, on l'a dit, le NAT va modifier l'entête en réécrivant les adresses sources ou destination selon que le paquet est sortant ou entrant. Et que typiquement, le NAT va rompre, d'accord, le modèle selon lequel une source et une destination sont bien identifiées, que l'entête contient ces IP et qu'elles ne doivent pas être modifiées par qui que ce soit, y compris le contenu du paquet, et le NAT le fait. D'accord? Donc voici pour le cours d'aujourd'hui. Donc on finit sur IP, c'est terminé. On va parler du routage plus tard, donc on va parler d'autres protocoles qui sont nécessaires à IP pour construire les tables, et c'est ce qu'on fera à la rentrée, après les 2 semaines de coupure qu'on va avoir maintenant, sachant que le 16, on va avoir l'examen. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je reste encore pour des questions sur le cours ou d'autres. Donc, pour les autres, ceux qui n'ont pas de questions, eh bien, je vous laisse profiter de votre pause déjeuner. Je pense que vous avez cours cet après-midi. J'espère que le cours d'aujourd'hui était intéressant, un peu touffu, mais il faut comprendre que voilà, il y a la base et il y a la réalité. D'accord? Merci pour votre attention et je prends les questions au fur et à mesure qu'elles arrivent, etc.